Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! That's it. Donc, encore bienvenue au podcast Écologie et Société. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, allez follow les pages Spotify, Instagram, LinkedIn. De toi, oui. Oui, pour moi, c'est là. Donc, voilà. Maintenant, on est sur Deezer aussi là, pour nos compatriotes en France puis en Europe. Aujourd'hui, je reçois Kin, qui a quelqu'un qui a un organisme, un l'OBNL qui s'appelle Friperu. Je l'ai vu dans ses stories Instagram puis ses Reels Instagram, puis j'étais comme wow, c'est vraiment cool de, tu sais, comme les boîtes de livres, mais version vêtements, pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou juste peu importe si les gens y en ont besoin ou pas, là, je veux dire. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, cette approche-là, puis je me suis dit, wow, comme c'est devenu officiel comme OBNL, puis je me suis dit, ça serait vraiment intéressant d'en savoir plus là-dessus. Donc, bienvenue, Kin. Ben, merci beaucoup. Ben oui, c'est ça, nous autres. Ben, en fait, là, je t'entends dire, c'est pour les personnes en situation d'itinérance. Ce n'est pas que, ça a commencé un peu comme ça, mais vraiment, je me rends compte qu'il y a énormément de population qui utilise les boîtes. C'est vraiment, c'est vraiment devenu quelque chose de plus depuis que ça a commencé. Puis juste les personnes qui sont défavorisées, ils sont dans le besoin tout court, là. Ouais, ben exact. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi la ligne entre les deux, pourquoi les gens en ont encore besoin à ce jour-là? Ben, honnêtement, je pense de manière générale avec où est-ce qu'on en est rendu avec qu'est-ce que les choses valent dans les friperies de nos jours. C'est pas toujours facile, même pour moi qui est une personne qui travaille à temps plein puis qui a un appartement, d'être capable d'avoir tout ce que tu as besoin. Fait que c'est pour ça que oui, c'est super aidant pour des personnes qui sont dans la rue, mais c'est aussi aidant pour n'importe quel de tes voisins, honnêtement. Parce que je pense qu'il y a personne ou presque personne qui a pas des vêtements quelque part chez eux qui prennent la poussière, qui pourraient pas donner 100%. À quelqu'un qui en aurait besoin. Le classique, je vais le porter, mais ça arrive jamais. Là. Finalement, il y a quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, que les déchets de quelqu'un, ça va être l'or de quelqu'un d'autre, c'est clairement ça. Là. Je veux dire, c'est à 100%. Là. Puis, je veux dire, mettons, pourquoi les gens, tu trouves-tu dans le fond que c'est la faute de l'inflation puis le coût de la vie? Je veux dire, comment on peut s'en sortir? C'est une solution qui est viable à long terme? Ou... Ben, tu sais, je pense que pour le moment, ça fait juste me prouver de plus en plus que c'est un projet qui fonctionne parce que avec le temps, c'est pas un projet qui a comme arrêté de marcher. Si quoi que ce soit, ça marche encore mieux. Je pense que c'est vraiment une action qui est locale, qui peut être prise. C'est collectif, là. Genre, tout le monde participe à ça, là. C'est pas juste toi, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que aussi il y a des liens qui sont créés au travers des voisinages de ces projets-là parce que c'est un projet de proximité. Fait que souvent, tu sais, il y a des gens qui vont se rencontrer aux armoires, discuter, puis ils sont capables de créer des liens à ce moment-là. J'aime ça, le comparer à... Je sais pas si jamais, toi, c'était quelque chose qui se passait quand t'étais petit, mais moi, mes tantes puis mes cousines plus vieilles, ils me donnaient des sacs de vêtements quand ils étaient trop grandes. J'aime ça le comparer à ça, mais sur comme un plan plus... Larger scale. C'est ça, un plan de ville ou de municipalité. Mais ma mère fait ça avec entre ses tantes, mes tantes puis mes grands-mères puis tout, là. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a combien de boîtes à Montréal? En ce moment, il y en a 10. En fait, il y a 10 points parce qu'il y en a une qui est à l'intérieur. En fait, il y en a 2 qui sont à l'intérieur. Puis une de ces 2-là est vraiment sur des crochets. C'est dans un organisme local, là, comme c'est vraiment... Des espaces communautaires, dans le fond. Là. C'est ça. Mais sinon, des boîtes qui genre active à l'extérieur, il y en a 8. Il y en a une qui est en panne en ce moment là, à cause des gros vents, c'est pas toujours facile de garder. Là, tu dis que tantôt après le podcast tu vas faire ça. Oui, je m'en vais réparer ça. Réparer une des armoires avec avec ce que t'as des clous, t'as des outils sur toi comme. En fait, pour commencer un organisme, de manière générale, tu as besoin d'avoir 3 personnes. Puis une de ces personnes-là qui est inscrite comme étant fondateur de l'organisme est une personne que j'ai rencontrée à l'École des métiers parce que moi, j'ai été mécanicienne. Ouais, j'ai vu ta story que t'es sous une voiture, là. Mon Dieu, c'est hot. Mais oui, c'est ça. J'ai fait toute mon école en mécanique automobile en anglais. Puis il y avait il y avait 2 projets à cette école-là qui étaient mécanique automobile puis soudure. Puis l'autre personne qui a fondé l'organisme avec moi
est en soudure. Fait que OK. souvent, ça va être lui qui va réparer les armoires. Je suis plus là en mode j'ai des bras de plus. Ouais, Là. c'est ça. Donne-moi le ratchet, là. Ouais, c'est ça. Puis, genre, comme on parlait tantôt, mais tu peux expliquer aux gens comment t'as parti ça, puis je veux dire, t'as dit, OK, là, je fais pas juste faire une petite boîte, là, je fais ça de façon sérieuse en tant qu'OBNL, à fichier officiel. Ouais. Ça t'est venu comment? Ben, l'organisme est comme... Ben, en fait, le projet, à la base, est venu de manière super organique, on va dire ça comme ça. Quand je suis déménagée à Hochelaga en 2023, je suis déménagée dans une coopérative. Ben, c'est pas vraiment une coopérative, c'est plus une coopérative forcée parce qu'on était toutes pauvres, on était 7 dans notre appartement. Coopérative forcée, c'est Ouais, bon, c'est OK. Puis ben, j'ai décidé que je voulais mettre une petite boîte pour les zines en avant parce que moi, je faisais comme des zines, là, si jamais vous connaissez pas. C'est des autopublications, un petit peu comme des magazines, sauf que tu écris, tu imprimes, tu dessines, tu fais ce que tu veux dedans. Puis j'ai décidé de passer une petite boîte pour ça. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à mettre des dons autres parce que, ben, à 7 personnes dans l'appartement, c'est sûr qu'éventuellement, il y a des choses qu'on a en double. Fait qu'on a commencé à mettre des trucs là-dedans. Ce qui a vraiment cimenté, par exemple, le fait que c'est devenu complètement autre chose qu'une boîte à zine, c'est que à un moment donné, le chat de mon ex-copain est tombé super malade. Okay. Et puis, on a eu besoin d'aller comme se chercher de l'argent vite. On venait juste d'arriver là. Moi, je venais de perdre mon emploi parce que j'ai déménagé de la Chine à Hochelaga. Lui, il n'y avait pas d'emploi non plus, même raison. Fait qu'on a décidé qu'on allait demander à nos voisins pour de l'aide pour faire une vente de garage. Puis, on a quand même fait une vente de garage de genre 2 jours. On a réussi à ramasser 900 $. Quand même, Ce qui est quand même bon, mais quand tu vois des prix de vétérinaire, tu te rends compte que c'est pas la moitié, là. Non, c'est fou, hein. Mais finalement, on a reçu tellement de vêtements, puis on a reçu comme une meilleure armoire aussi que qu'est-ce qu'on avait. Fait qu'on a décidé de comme mettre les vêtements dans l'armoire, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Mais l'armoire, initialement, était dehors ou était à l'intérieur de la... de elle était dehors. Elle a toujours été dehors. Elle a toujours été dehors, OK. ouais. Puis c'est ça, éventuellement, on se rendait compte que vu qu'on était à côté du campement Notre-Dame à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde il y avait comme beaucoup de va-et-vient, de personnes qui prenaient les trucs. C'est parfait, c'est ça qu'on voulait. C'est ça que ça sert, ouais. Sauf qu'on s'est rendu compte à un moment donné que les voisins commençaient à venir porter des choses dedans. Fait que là, on a juste décidé de continuer à rouler avec ça. C'était une grosse armoire? Ouais, c'était une grosse armoire en mélamine. Fait que la première pluie, ça l'a détruit. Oh non, là, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, on a été super chanceux parce qu'après ça, il y a Maël du Croque-Bouffe qui, lui, a des armoires un peu similaires aux miennes, sauf que c'est vraiment pour la nourriture. Puis lui, il y a 100 boîtes dans comme plein de villes du Québec. C'est vraiment cool, ce projet-là. Ben, c'est ça, il a comme vu un peu que mon armoire avalait pas de la chenoute. Il est venu t'aider. Il est venu m'aider, il m'a fabriqué la première armoire officielle qui est encore existante à ce jour. Et fonctionnelle. Ouais, qui est encore fonctionnelle à ce jour. C'est fabriqué comment? C'est fait de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est durable? Là? C'est fait avec des matériaux recyclés qui n'est pas de la mélamine. Fait que c'est ça. C'est en métal ou c'est non, la majorité de nos armoires sont en métal, justement, pour accommoder le fait que la personne avec qui j'ai parti l'organisme fait du travail sur le métal. Ouais. C'est vrai que le soudeur fait pas ça au bois. Là. C'est ça. Mais on a 2 armoires en bois qui, eux autres, ont été construits par Maël du Croque-Bouffe, qui, lui, est plus dans l'ébénisterie, la construction. Puis la manière qu'il me l'a expliqué, c'est si jamais c'est un matériau composite qui est comme vraiment fait pour l'intérieur, ça risque de comme pas être le meilleur meuble. Fait que prendre l'eau, là. Ouais, de prendre l'eau, de gonfler. Même si jamais c'est du bois massif, des fois, les pentures sont pas faites pour l'extérieur. Fait qu'il faut tout changer ça. Fait que là, c'est ça, on a complètement opté extérieur des meubles en bois, à part pour ceux-là qui sont construits spécifiquement pour la friperie. Fait que c'est ça. C'était j'ai envie de dire que la première armoire, c'était la dernière fois qu'on a utilisé un meuble en mélamine, mais c'est pas vrai. Mais là, on le fait plus. Okay. Ouais. Y a-tu plus de choses qui rentrent, qui sortent ou? Je te dirais que ça dépend full des quartiers. Ça a plein de... En fait, si jamais l'armoire est comme bien connu par le quartier, si jamais l'armoire a comme été adoptée par des groupes citoyens, souvent ça a plus de chances d'avoir beaucoup de choses dedans puis d'avoir beaucoup de roulements. Pour moi, une armoire qui fonctionne bien, c'est une armoire que je sais que les gens vont porter des trucs puis quand j'y vais, elle est vide. Ça veut dire que ça fonctionne super bien. Fait que vide, c'est un bon... vide, d'après moi, c'est une bonne chose, sauf si jamais c'est vide puis je vois personne venir la remplir. Là, parce que ça besoin quand même d'un roulement. Là. Parce que, tu sais, on a quelques-unes des armoires qui sont souvent comme très, très pleines. Puis ça, dans ma tête à moi, ça veut dire qu'on a besoin de faire plus de PR puis de faire genre, cette armoire-là, elle existe, venez chercher des choses parce que c'est... Pas de relocalisation.
Ok. On relocalise généralement pas les armoires parce que c'est déjà assez difficile de les localiser une fois. Ouais. Mais comment vous choisissez le meilleur spot? Puis, as-tu besoin d'un permis pour ça? Ou c'est genre, tu te cognes à la porte et tu te mets ça sur mon terrain? Ben, si jamais on voudrait les avoir dans des parcs, il faut aller chercher des permis. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allier avec certaines organisations, surtout notamment les tables de quartier ou des organismes à but non lucratif, puis on va leur demander si jamais on peut l'avoir devant leur terrain ou dans leur terrain. Sinon, on a aussi des armoires qui sont devant chez des particuliers, fait que chez des citoyens. On essaie de moins faire ça parce que ça a comme... C'est plus difficile à gérer. C'est un peu plus difficile à gérer, puis je pense que de manière générale, les gens se rendent pas compte que quand tu as une armoire devant chez vous, ça peut causer genre certaines particularités, genre des gens qui passent à 3-4 heures du matin pour regarder dedans, on sait jamais. Fait que le mieux, c'est vraiment que ça soit en quelque part où est-ce que le monde ne sont pas trop dérangés. Ils sont à l'aise de laisser les choses là. Tu sais, je veux dire, en arrière d'une ruelle, il me semble que ça ferait... Oui, c'est ça. Tu sais, des belles ruelles vertes, là, il y a plein de bels endroits à mettre. Là, je veux dire, en plus, il y a souvent des endroits que c'est comme un cul-de-sac, là. Ouais. C'est super parfait, me semble. C'est ça. Mais tu sais, c'est de trouver la bonne balance entre... un endroit qui est assez passante pour que les choses se fassent vider puis pas juste remplir. Puis de trouver un endroit où est-ce que c'est pas dérangeant pour le voisinage puis que tu restes dans un endroit où c'est assez visible pour te sentir à l'aise d'y aller. Puis c'est quand même dans l'optique que ça soit des gens qui sont dans le besoin, mais tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, là, un quartier de riches à Laval, là, ça fonctionnerait moins, mais... Tu ris, mais il y a une armoire dans le Myland qui est dans un endroit quand même bien nanti qui fonctionne, qui fonctionne depuis 13 ans. C'est pas une armoire de la friperie, mais j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est dans l'objectif d'aller chercher plus, puis de sensibiliser plus ces gens-là, justement, qui ont moins besoin de ça? Je pense que, tu sais, même outre part du fait que la friperie, on est comme plus une initiative sociale, ça reste que c'est une initiative de recyclage. Fait que je pense que ça peut être appealing pour un petit peu tout le monde. Puis je pense que n'importe qui, peu importe c'est quoi ton statut social, tu vas être quand même content d'aller regarder dans les trucs gratuits. De la même manière que les boîtes à livres, c'est pas juste les personnes qui n'ont pas d'argent qui vont aller regarder dedans. Mais j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. Là. Je veux dire, j'ai déjà eu mes parents qui étaient comme là, on prend pas de take-out à la fin du souper là, parce qu'ils vont dire que mon Dieu, on est pauvre. Puis j'étais comme, mais gaspille pas de la bouffe non plus. Genre, c'est un peu. Est-ce qu'il y a ce paradigme-là où c'est, tu sais, est-ce que j'ai l'impression que la nouvelle génération sont très friperies? C'est-tu à cause que c'est, genre, socialement plus accepté ou c'est juste, la nouvelle génération sont juste crissement dans la merde à cause du coût de la vie du cours, là? Je pense que de manière générale, tout est un peu dans tout, là, de la manière où est-ce que je pense qu'à la base, le monde, il tripait sur les friperies parce que c'était une manière de survivre, sauf que veux pas parce que le monde a commencé à publier plus ou genre plus montrer qu'ils vont dans les friperies, c'est rendu plus correct voir il y a maintenant des friperies. Les influenceurs qui font ça. C'est ça. Puis tu sais, moi, je suis allée dernièrement dans une friperie où il y avait un manteau à 150$. Puis là, c'est comme... c'est ça, j'allais te demander. Comme toi qui fais ça, puis t'es comme tu donnes les trucs gratuitement, je veux dire, moi, des fois, je vais au Renaissance, je suis comme, non, mais si, ça n'a pas de l'allure, le prix qu'il y a là-bas, là, genre, c'est pas accessible. Si j'ai rendu là à 100$, c'est pas... fait pas partie d'un truc de friperie, là. Mais en fait, contrairement à qu'est-ce que je projette comme image, parce que j'aime bien, surtout à l'hiver, montrer que ça n'a pas d'allure qu'un manteau est 40$. Oui, parce que j'ai vu tes reels que t'étais dans... Puis t'es comme, voyons, what the hell? Mais je suis pas, tu sais, contre les friperies non plus, parce que c'est quand même une initiative qui est nécessaire pour faire le recyclage des vêtements. On en a tellement, puis tu sais, comme je suis la première à pouvoir te dire que le nombre de vêtements que je reçois est phénoménal. Juste pour l'événement de Noël, on a reçu 600 tonnes de vêtements, là. C'est crazy. 600 kilogrammes de vêtements, c'est quand même crazy. OK, c'est genre 600 tonnes, là, ça. C'était genre... Ça remplit mon salon, mon cabanon, mon garde-robe, puis un peu de l'espace. C'est là que j'allais te demander, là, ça va où ces vêtements? C'est chez toi, là? Ça va chez moi. Ouais, ça va chez moi. Puis c'est pour ça qu'on ramasse pas toute l'année longue, là. On ramasse 2 fois par année, puis c'est en masse pour gérer tout le restant de l'année. Toi, sur le conseil d'administration, là, t'es dédié, là. Mais tu sais, c'est ça. Je vois que les friperies, c'est comme super nécessaire. Puis tu sais, par juste le travail qu'on fait une fois par année, là, je te dirais que ça me prend le temps d'une job à temps plein pendant le mois où est-ce qu'on fait de la collecte, tu sais. Fait que je peux comprendre comment est-ce que, tu sais, t'as besoin de payer un local, t'as besoin de payer des employés pour faire ce travail-là, puis tu sais, c'est pas nécessairement tout ce que t'as qui va être réutilisé, qui va être comme vendu. Puis même pour nous, on a plein de choses qui nous restent encore de les événements précédents. Moi, en ce moment, je suis genre dans la mesure de l'accepter chez nous, mais
d'autres friperies, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est soit jeter les choses, soit l'envoyer à l'étranger, parce que c'est une autre manière de faire de l'argent pour l'initiative. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y a des friperies qui sont commerciales, qui eux autres vont décider de charger plus cher sans que ça retourne à une mission. Mais tu sais, dans des cas comme genre le support ou dans des cas comme le Renaissance, ça s'en va quand même back à l'organisme puis à la mission. Fait que ça reste une manière de fonder d'autres actions. Fait que ça vaut quand même la peine. C'est juste que l'action que tu fais en donnant ton vêtement est pas celle que tu penses que tu vas faire. Ça va être de... Dépendamment dans quelle organisation, ça va tomber dans les mains de... Ben, c'est ça. Mais même à ça, même des organismes super locaux, quand tu veux amener des choses dans des boîtes à dons, souvent, ça va se ramasser en Afrique parce qu'eux autres, ils vont te donner... en Afrique ou en Tunisie, parce qu'eux autres, ils vont te donner de l'argent par le poids de vêtements pour faire du recyclage, etc. Ça reste que c'est super pertinent comme démarche parce que éventuellement, eux autres, leur but, c'est pas de redonner des vêtements, c'est d'être capable de financer leurs opérations. D'être rentable dans nos opérations. C'est ça. Sauf que, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu donnes tes vêtements à ça, puis tu as l'impression que ça retourne dans ta communauté, alors que c'est vraiment pas le cas. Dans le cas de nos armoires, ça retourne directement à la communauté. Il y a personne qui fait de l'argent là-dessus. Puis c'est comme... Puis tu disais là, que ça te prend toute une semaine, genre au complet, genre de travail. Ça ressemble à quoi, justement, cette semaine-là? Genre comme les gens, ils arrivent avec des petites bacs, genre comme... Comment ça a de l'air? En fait, la dernière fois, parce que vu que ça fait juste 3 ans que la friperie, elle existe, c'est toujours différent d'une année à l'autre parce qu'on est encore en train de planifier, de figurer c'est quoi une manière institutionnelle de le faire. Là, l'événement de Noël de l'année passée, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est allié avec des acteurs locaux, fait qu'avec une friperie locale, avec 2 organismes locaux, puis avec la bibliothèque de notre quartier. Puis au fond, eux autres, il y avait tous des bacs où est-ce que les gens pouvaient aller porter des dons. Puis quand le bac de dons était plein, ben on m'appelait puis je venais le chercher avec ma voiture. Au début, je m'attendais que ça soit peut-être, tu sais, au début de tout ça, nos vidéos sur TikTok, sur Facebook puis sur Instagram recevaient à peu près 400 vues, genre, par vidéo. Fait que je m'attendais à avoir, tu sais, de quoi de... Je peux y aller à tous les 2-3 jours, puis il n'y a pas de problème. Par exemple, c'est devenu viral à un moment donné, cette campagne-là. Fait que des fois, je retournais 2 fois par jour pour prendre des choses dans les boîtes à dons. Fait que, c'est ça. C'était beaucoup de sollicitations. Je faisais ça en me levant. Après ça, je m'en allais travailler. Après ça, je retournais en chercher. Puis, à un moment donné, on a dû arrêter de prendre les dons parce qu'on avait besoin de faire le tri puis de planifier le reste des autres choses. Je te dirais que notre journée de tri pour 2024... En tout cas, l'année passée, pour 2024... ça a été comme 1 ou 2 journées de tri où est-ce qu'on était comme 3-4 personnes puis on a tout trié. Cette année, par exemple, on a dû emballer comme au-dessus de 300 cadeaux. On a trié comme genre vraiment beaucoup de vêtements. Fait que ça a pris à peu près 1 semaine à faire ce tri-là. Après ça, c'était de l'installer, l'organiser. Puis, comment vous choisissez les vêtements? C'est quoi qui... Y a-t-il comme un gabarit qui dit ça passe pas? Genre? Honnêtement, nous, on se dit qu'on peut utiliser un petit peu tout tant que c'est pas troué. Je te dirais que de tous les vêtements qu'on a reçus, puis on avait au-dessus de comme 40 bacs en plastique, on a peut-être jeté 3 sacs poubelles de tout ça. Là. Puis même pas, les petits sacs poubelles, même pas les gros sacs poubelles noirs, là, les petits sacs poubelles blancs. Là. Fait que on utilise puis on réutilise vraiment tout. Puis souvent, on va même pas jeter, on va donner à des artisans du textile pour qu'ils puissent faire d'autres choses avec. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a une compagnie qui fait des chiffons pour la mécanique. Là. Sûrement que tu as utilisé ça dans ta technique. Là. Genre, tu as comme un gros ballot, puis c'est juste des morceaux de t-shirt. C'est parfait. Je connaissais pas, mais je vais aller regarder parce que souvent, ce qu'on fait, c'est juste qu'on garde les sacs, puis on demande aux artistes locaux ce que vous en voulez, puis si jamais ils en veulent, on va leur donner les sacs de qu'est-ce qu'on a récolté. Mais tu t'en comprendras parce que quand je travaillais chez Boréal, on commandait c'est comme un truc c'était comme un ballot, un gros comme rectangle sous vide, puis c'était juste des coupures de chiffon, justement, là, fait que ça serait quand même vraiment intéressant d'aller chercher ça, là. Je veux dire, c'est quand même une belle revalorisation, là, des t-shirts, puis tu sais, genre en mécanique, c'est ça que tu as besoin d'un chiffon qui sert. Moi, je suis vraiment contre les espèces
espèce de tissu. Ouais, là. les petits tissus bleus. Ouais. Ben, tu ris, là, je sais que ça n'a pas rapport avec... ben, j'ai une des personnes avec qui je faisais de la mécanique qui, lui, réutilisait les tissus bleus parce que tu peux les mettre à la laveuse. Ah, pour ouais, vrai? j'ai appris ça, tu peux les mettre à la laveuse. Ah, ouais. Ouais. Ça prend quel genre de détergent, par contre, pour enlever cette graisse mécanique? Tu les feras pas sécher, là, mais tu sais, tu peux les réutiliser quelquefois, là, Ouais, quand ouais, même. ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai déjà fait ça, là, mais c'est Ah mieux ouais. d'avoir des petites guenilles, d'après Ok, moi. Là. ok. Tu fais-tu encore de la mécanique? Surtout sur la voiture de la friperie, j'ai plus tant le temps d'en faire Ok. sinon, là, parce que, tu sais, veux pas, c'est cher un mécanicien. Fait que, Ouais, parce que ouais, si jamais je peux juste louer mon livre puis faire mes propres travaux dessus, c'est ça que je vais Ouais, faire, là. C'est une voiture qui est dédiée au nom de l'OBNL ou... Non, parce que ça, c'est vraiment pas facile à avoir, une voiture d'OBNL, puis t'as vraiment besoin d'avoir comme tellement de papiers. Fait que c'est ma voiture personnelle. C'est ma voiture personnelle, mais qui sert notamment à la friperie, là. Fait que... elle est toute peinturée friperie, c'est écrit friperie dessus, mais non, elle m'appartient. Okay. C'est toi qui l'as peinturé? C'est moi qui l'ai peinturé, Ah, ouais, ouais. Moi, je suis une personne avec 1000 vies, fait que j'ai aussi fait mon doctorat en art plastique dans Pardon? ouais, là, vraiment longtemps. Doctorat. Baccalauréat, excuse-moi. OK. C'est genre Dr. Kin, excuse-moi. Non, vraiment pas. Mais ouais, non, excuse-moi, je suis un peu fatiguée encore dimanche matin. Mais ouais, non, c'est ça, fait que j'ai tout peinturé la voiture à l'effigie de la friperie. Malade. Y a-tu des témoignages que tu peux me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui te dit comme « Hey, ça m'a vraiment sauvé dans le moment, que j'en avais vraiment besoin, puis ça a vraiment fait une différence? » Ben, j'en ai reçu quelques-uns, mais pour moi, c'est vraiment important de préserver l'anonymat puis fait que je trouve ça important de comme pas partager des histoires qui m'ont été dites un peu en confidence. Juste, je vais souvent demander si jamais je peux en partager, si jamais je les partage. D'ailleurs, c'est vraiment... parce que là, on est devenu un organisme à but non lucratif l'année passée. Il faut qu'on prenne des statistiques, puis pour contrevenir du fait qu'il faudrait qu'on prenne des noms, puis il faudrait qu'on prenne des âges, puis toutes les statistiques personnelles, on a décidé de devenir un organisme recyclage. Fait que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de voir combien de matériaux qu'on recycle, puis ça fait en sorte qu'on peut se dédouaner complètement de savoir c'est quoi le statut d'une personne, le nom d'une personne. Pour moi, c'était vraiment important de séparer les deux. Premièrement, parce que je travaille dans le communautaire, puis je trouve ça... tu sais, je dirais pas dans quel organisme que je travaille pour, mais ils sont tous un peu comme ça. Si jamais tu veux des bas, faut que tu justifies pourquoi, faut que tu donnes ton nom, ton âge. Je trouve que c'est... bureaucratique. C'est très bureaucratique, puis ça empêche les gens d'aller chercher de l'aide, au fond. Fait que, puis tu sais, c'est pas comme s'il manquait de vêtements, là. C'est ça. Ouais, pour moi, c'était important de séparer un peu les deux pour que n'importe qui puisse venir chercher des choses. Je trouve ça dommage d'entendre que ça soit... Tu sais, je veux dire, la bureaucratie, on en entend rarement de façon positive, là. Mais je veux dire, c'est quand même nos taxes, quand même les choses qu'on se dit, on élit des gens qui sont supposés travailler pour nous, tu sais, ils sont en notre service, là. Tu sais, je veux dire, le classique, la police, c'est moi qui paye ton salaire, entre guillemets, là. Tu sais, ça fait un peu ça, mais mais ça reste que c'est ça. Je trouve ça dommage que la bureaucratie ne travaille pas pour toi, en fait. Là. Mais tu sais, ça fait du sens d'un point de vue où est-ce que si jamais le gouvernement paye pour que tu aies des bas neufs, par exemple, ben il faut que tu aies une certaine trace de papier, que l'argent s'en va pas nulle part. Mais dans mon cas, à moi, toutes les choses que je redonne, c'est des choses qui ont déjà été utilisées, qui m'ont été données. Fait que personnellement, je voyais pas en quoi ça valait la peine. De mettre autant de... Ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller complètement ailleurs puis de sauter tout ce qui était bureaucratique sur le côté de j'ai pas besoin de savoir t'es qui. Genre, la seule bureaucratie qu'on garde, c'est le nombre de choses qu'on recycle. Ouais. Mais même un système de statistiques anonymes, ça fonctionnerait pas, genre? Ouais, mais je suis encore en train de tu sais, encore une fois, genre... Mon background est en mécanique puis en art plastique, fait que j'apprends vraiment beaucoup sur le tas. Je dis pas que peut-être plus tard, on trouvera une autre manière de contourner pour être capable d'avoir accès à plus de subventions sociales. Sauf qu'en ce moment, on est en train vraiment d'en apprendre beaucoup, puis on va avec ce qui est plus simple dans... c'est quoi nos objectifs. Puis c'est quoi les statistiques désirées, d'abord, en ce moment, en tant nouvel organisme de recyclage? Ben, on va comme voir combien de choses qu'on reçoit. À la place de comme tout compter exactement, on va aller comme dans combien de tonnes de textiles ont été recyclés. Fait qu'on va...
sais, de la manière que j'en comprends, les subventions sont vraiment données par projet. Fait que là, nous, en ce moment, on a comme plusieurs branches de projets. On a la branche des événements de dons qu'on fait, un événement d'été puis un événement de Noël. Puis ça va être le moment où est-ce qu'on va récolter le poids des articles. Sinon, on a l'aspect de tout ce qui est les armoires de partage, que ça, on va plus aller regarder par le nombre d'opérations, puis par, tu sais, juste pour voir, être capable de monitorer s'ils sont pleins, s'ils sont vides. Souvent, on est capable d'aller chercher un petit peu de la statistique Ouais, parce que c'est quand même qualitatif, parce que c'est pas quantitatif, là, c'est quand même difficile de... C'est même pas toi qui te donnes les dons en plus. Ouais, exactement. Souvent, souvent, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans les armoires, là, mais tu sais, je pourrais pas là, non plus aller à chaque armoire tous les jours, ça serait impossible. Là. Mais c'est ça, fait que... Puis on a le troisième projet qui est le projet du guide, fait que ça, on demande aux personnes, au fond, sur notre Linktree, on a un lien pour que les gens puissent remplir une ressource où est-ce qu'il y a des vêtements gratuits. Fait que c'est pas juste les friperies qui sont dedans, mais c'est un petit livre qu'on fait, qu'on imprime, qu'on donne à des organismes à but non lucratif pour montrer aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des vêtements gratuitement à Montréal. La carte est maintenant rendue dans d'autres régions aussi, fait que la carte en ligne, tu peux rajouter des choses qui sont dans le Québec, puis on va éventuellement les mettre dans la liste de la map où est-ce que tu peux aller regarder où tu peux aller chercher des vêtements gratuitement proche de chez vous. Puis c'est des citoyens qui peuvent proposer des points, genre? Ah ouais, les citoyens peuvent proposer des points. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir dans la map directement quand un citoyen nous propose un point, puis dans le livre, on va aller faire une recherche un peu plus poussée pour voir est-ce que c'est vrai qu'il donne des vêtements, est-ce qu'il y a des conditions, etc. Puis là, on va comme être capable de tout lister c'est quoi les conditions dans le petit livret qui est donné à l'intérieur de Montréal. T'as-tu vu vraiment un impact depuis que tu as publié ce truc-là? Vraiment, les organismes ont genre vraiment beaucoup de bons commentaires. Ça part super vite souvent. Ah ouais, ok. T'as de la misère à imprimer, genre? Ouais, ben en fait, en ce moment, c'est le Cégep Maisonneuve qui nous les imprime. Ah ouais, nice. Puis c'est comme sur une base, je pense qu'ils reçoivent de l'argent de l'université pour aider des projets citoyens. Cool. Fait comme, je suis vraiment super chanceuse parce que j'ai regardé un petit peu à combien ça coûterait. Cher, mais c'est sûr. C'est ça coûterait genre 600$ 2 fois par année. À peu près, pour être capable d'avoir autant d'exemplaires que qu'est-ce que le cégep peut nous offrir. Fait que je suis comme, je trippe vraiment sur leur Mais t'as la version en ligne aussi quand même, là, j'imagine. Oui, on a la version en ligne. C'est juste que dans certains cas, disons par exemple dans les cas où est-ce qu'une personne est dans une situation plus précaire, c'est pas autant facile d'avoir accès. C'est ça, fait que tu peux avoir quand même... On parlait tantôt de cellulaire que ça prend le bon programme. Je disais qu'il est juste pas à jour, puis je veux dire, c'est pas tous les cellulaires qui scannent les QR maintenant. Ben oui, c'est ça. Puis c'est vraiment aussi juste le fun d'avoir quelque chose version papier où tu peux aller comme regarder. Il y a beaucoup, tu sais, d'organismes, surtout dans des organismes que je connais dans les régions où je travaille, où est-ce que le nombre de vêtements qu'ils ont est vraiment très limité. Souvent, les organismes peuvent pas se permettre d'avoir des dons de citoyens. Il y a certains organismes qui le permettent, mais la majorité, non. C'est à cause de... il y a des réglementations. C'est la même réglementation que les halles chaleur. Pourquoi il n'y a pas de lit? C'est que tu as besoin d'avoir une laveuse pour accommoder certains types de vêtements et certains types de tissus. Pour que ça reste sanitaire quand même. Pour que ça reste sanitaire. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'organismes qui ne peuvent pas donner des choses usagées. Ah ouais, OK. Puis... c'est aussi pour ça que souvent, tu vas aller à un organisme et tu as besoin de tout justifier parce que tout ce que tu reçois, c'est du neuf. Puis... ça fait aussi en sorte que souvent, ben, tu reçois pas ce que tu as besoin. Fait que d'avoir un guide que les organismes peuvent donner de genre, cette place-là pourrait potentiellement t'aider. Le monde, il trippe. Ça enligne vraiment les bonnes personnes aux bons endroits, en fait, sur le réel besoin de... Ben, en fait, moi, c'est un besoin que j'ai trouvé quand j'ai commencé à travailler dans le communautaire, là, c'est que souvent, les gens, on n'a aucune idée, les intervenants n'ont aucune idée où référer les gens pour des vêtements. Puis, il n'y avait pas de guide avant, ben, de ma connaissance, il n'y avait pas de guide sur les ressources vestimentaires dans Montréal avant qu'on commence à les faire puis à les imprimer. Ouais. Parce que c'est quand même... Il y a toujours, je suis sûr qu'il y a toujours plein de ressources, mais est-ce qu'elle est bien diffusée? C'est une autre histoire, là, je veux dire. Exact. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de subventions puis de financements qui sont mis dans le côté alimentaire, ce qui est vraiment nécessaire aussi parce que les gens ont besoin de se nourrir, mais on pense pas autant aux besoins vestimentaires. Puis dans un... Tu sais, veux pas dans un pays où il fait froid comme au Canada,
vraiment nécessaire que les gens sont capables Ouais. d'aller chercher un Ouais. manteau, puis de comme pas savoir où référer les gens quand il commence à faire froid, ça peut être, ça peut être une source d'anxiété pour les Ouais. intervenants, pour les gens, pour tout le monde. Fait que d'avoir une ressource, c'est vraiment... Ouais. En tout cas, pour moi, les gens ont vraiment aimé ça, puis je retourne souvent en donner. Ouais, ben tu sais, surtout en plus, tu sais, il y a plein de gens là, que c'est des nouveaux arrivants, là, que comme, tu sais, je veux dire, quand mon père est arrivé au pays, je sais pas si mon père est vietnamien puis il a vécu la guerre du Vietnam, quand il est arrivé ici, là, genre, une chance que l'armée, ils ont donné des manteaux, lui, il était pas au courant, il savait même pas que, tu sais, il y avait de la neige, il avait jamais vu ça, il est arrivé en février, là. Tu sais, comme, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui ont vraiment leur besoin, puis ça les aide vraiment là-dessus, là. Ben, tu sais, sans vouloir, genre, aller dans des histoires, j'ai vu plein de monde, tu sais, arriver avec pas les bons gears, pas de gear du tout, genre, d'un fois, puis, tu sais, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un manque de communication quand t'es dans le processus d'immigration, où est-ce que tu sais qu'il va faire froid, mais t'as pas... Qu'est-ce que ça implique par détail? Ben oui. C'est ça. En même temps, tu sais, on revire la table, nous, du jour au lendemain, on s'en va dans n'importe quel autre pays, il y a plein de trucs, là, que, je veux dire, c'est pas adapté. Je m'en vais au Japon, là, mon Dieu, je sais pas, là, quel genre de carte ça me prend de je sais pas quoi, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Mais non, c'est ça, là, je pense que demain, je m'en vais habiter au Nigeria, j'ai aucune espèce d'idée comment faut que je m'habille. Exact. J'imagine que les tempêtes de sable, ça doit pas être drôle, là. Ah non, c'est ça, tu sais, moi, je vais me trouver intelligente avec mes shorts, mais il va y avoir quelque chose ouais, c'est ça, faire en sorte exact. que finalement, je pouvais pas porter ça. T'sais. Le film Dune, c'est pas assez. Tu disais que tu pouvais pas parler de témoignages de personnes qui en avaient besoin, mais les gens qui en donnent, est-ce que tu as des créations de liens de personnes qui participent à ça? T'en as-tu qui étaient comme, hey, je trouve ça vraiment le fun, donner, qui se sentent, qui font vraiment une différence? Ben, je suis vraiment choyée d'avoir de plus en plus de bénévoles qui viennent aux événements. Puis encore une fois, je suis vraiment très en train d'apprendre. Fait que c'est la première fois que je gère une équipe, puis encore plus une première fois que je gère une équipe entièrement bénévole. Ce qui rend ça un peu... moi, j'ai familial, familial, mais aussi, je pense que j'ai toujours été un peu une personne très de gauche où je pense que c'est important d'être payé pour ton travail. Fait que j'ai toujours l'impression que j'en demande trop. Un OBNL c'est un peu de gauche, oui. Genre, tu m'apprends rien aujourd'hui, là. Mais c'est ça, on dirait que j'ai de la misère un peu à déléguer à cause de ça, mais j'apprends tranquillement, puis le monde sont vraiment sport, là. Je pense que, tu sais, ils savent que j'apprends tranquillement, puis souvent, comme il y a plein de gens qui arrivent avec leurs expertises, puis je suis juste comme quoi, mettons? Disons, par exemple, on a une bénévole qui a sa boutique de vêtements, puis elle nous a full aidé, là, elle a édité les 2 derniers guides avec moi. Nice. Elle connaît vraiment plus tout l'aspect business, fait que tout ce qui est genre plus genre bureaucratique, souvent je suis capable d'aller puis aller lui parler un peu, puis ça m'aide, ça m'outille. Elle est stratégique. C'est ça, elle est vraiment plus stratégique que moi. Tu mets ce mot-là, nanana. Okay. Ouais, vraiment, là, puis ça l'a vraiment amélioré aussi la qualité du contenu. Tu sais, au début, moi je suis une personne dyslexique. Fait que pour moi, au début, c'était comme pas tant important vu que c'était un projet de quartier d'écrire avec des fautes puis tout ça. J'étais comme, whatever, c'est pas grave, le monde comprenne. Mais là, elle était comme, non, faut que tu sais, moi, je peux pas publier ça sur mes pages genre de réseau si jamais il y a des fautes. Puis j'étais comme, c'est vrai que c'est un bon point. Fait que là, on a travaillé à plus utiliser des correcteurs puis tout ça. Puis là, depuis, le contenu est devenu vraiment meilleur. Ouais, ben c'est ça, je veux dire, je peux pas croire qu'il y a pas quelqu'un dans l'équipe qui est bon en français. Là. Je veux dire, moi, je suis pas un top non plus, là, mais... Non, mais en même temps, c'est vraiment drôle parce que la moitié et plus de mon équipe est anglophone. OK, bon, là, ça t'aide pas, là. Ouais, c'est ça aide pas tant que ça, finalement, mais elle est francophone, elle m'a quand même aidé pas mal avec tout ce qui était comme commencer ça au début. Elle a un armoire devant chez elle aussi, on l'applaudit vraiment pour ça. Puis c'est ça, on a vraiment comme beaucoup de monde qui viennent puis qui aident. On a aussi des organismes dans le quartier qui, genre, aiment full la friperie puis qu'on fait des choses en concomitance souvent. Je pense pas qu'on se serait rendu où est-ce qu'on est rendu si jamais c'était pas du support puis de l'appui des citoyens puis des organismes locaux, là. Mais déjà, juste au niveau de la nature de ce que c'est déjà communautaire, fait que ça, comme tu dis, c'est devenu de façon organique, là, je veux dire, c'est pas comme une façon de faire de l'argent, que c'est comme, ça vient juste à toi, tu sais, il faut que tout le monde participe puis ça respecte la mission, là. C'est ça, mais je pense que même à ça, des fois, genre, tu sais, ça, c'est pas quelque chose que j'ai parlé de beaucoup avant. C'est pas la première fois que j'essaie de commencer une initiative citoyenne ou un projet citoyen, et souvent, ça marche pas. Parce que t'as pas l'appui de la collectivité. Autour de toi, la collectivité. Puis je pense que ça prend d'avoir comme une bonne balance d'appui, de
genre autant des citoyens que des organismes du coin, puis ça te prend aussi une manière de avoir du bouche à oreille. Puis ça prend un projet qui est groundé, qui est comme clair aussi, ce qui n'a pas toujours été le cas avant. Ouais. Disons, moi je viens de l'Outaouais, j'ai déjà essayé de partir un vélo jaune là-bas. Je sais pas si jamais ça non, dit c'est quoi, quoi? le vélo jaune. Qu'est-ce que c'est? C'est vélo jaune. Ouais, le Okay. vélo jaune. J'ai compris vélo jaune. Non, le vélo jaune, c'était dans le temps, je pense que même maintenant ça n'existe plus à Montréal à cause de la nature un peu du projet. C'était des vélos qui étaient peinturés en jaune, qui étaient communautaires. Tu voyais un vélo jaune, tu pouvais partir avec parce que puis tu le laissais en quelque part, tu allais sur le groupe Facebook puis tu disais le vélo jaune est rendu ici. Fait que la prochaine personne qui voulait utiliser le vélo jaune savait où est-ce qu'il était. OK. J'ai essayé de me partir un vélo jaune en Outaouais, ça a pris une belle grosse semaine avant que tout se fasse voler. Oh non! Ouais, non mais c'est ça, c'est pas Faut faire ça au Japon. Japon, ça marche. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup... je me rends compte maintenant que c'est vraiment important d'aller sonder ton terrain avant de commencer un organisme ou avant de commencer un projet, de regarder c'est quoi la réalité du milieu. Parce que, tu sais, moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui est arrivé super organiquement et qui est comme un peu tombé sur mes genoux. Mais je pense que le quartier a comme communiqué au travers de ce qui s'est passé, au fond. Mais c'est c'est les gens qui donnent, genre, c'est pas une utilisation d'un bien, c'est pas la même chose, là. Il y a personne qui va voler à la boîte, là. C'est déjà arrivé. Déjà arrivé. Oui, on a une boîte qui a été volée celle devant chez ma bénévole, là. Ah ouais. La première boîte qu'elle avait, elle s'est fait voler. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais avec une boîte communautaire chez vous? En fait, il y en a parce qu'elle est d'autres vraiment en plus. mince? Non, il y en a une couple qui ont été volées, surtout, notamment parce que le métal, ça vaut de l'argent quand tu le recycles, fait que souvent, nos armoires sont cadenassées. Ah ouais, mais là, ça te prend des ancrages chimiques dans du béton maintenant, genre, c'est quoi? Souvent, on va les cadenasser après des clôtures ou après des installations qui sont déjà là, parce qu'on n'est juste pas équipé pour faire du béton à terre. Ouais, mais là, genre, on se croise les doigts que peut-être cet été, il y a certaines installations qui vont être bétonnées. OK. Oh my God! Mais qu'est-ce que tu fais chez vous avec ça? Je comprends pas. Je pense que c'est automatiquement vendu à des recycleurs, c'est mon impression. Mais... C'est fait du gauge 16, là? C'est si thick que ça? Je veux dire, moi, honnêtement, moi, la manière que je le vois, c'est que c'est tellement lourd à amener là-bas que si jamais t'as pris le trouble de la ramener chez vous... Tu l'as perdu, genre! C'est comme si jamais t'as pris le trouble de la ramener chez vous puis de la retasser de là, alors que nous autres, on a été 3 puis subis comme des cochons à la mettre là. Ben, à ce moment-là, tu mérites ton 20$. Honnêtement, je pense pas que c'est si payant que ça. Là, c'est une vingtaine de piastres, là, à peu près. Là, pour 20$, il y a d'autres choses à faire. C'est beaucoup de trouble. Non, honnêtement, à ce prix-là, là, tu viendras me voir la prochaine fois, je vais te donner 20$. Ouais, c'est ça. Exact. C'est quoi les prochains projets qui s'en viennent? Là, on a l'événement d'été qui s'en vient. Sinon, on est avec Effervescence citoyenne, qui est un projet citoyen que je faisais du bénévolat avec avant que la friperie devienne un peu qu'est-ce qu'elle est maintenant. On fait des rassemblements une fois par mois ou 2 mois où est-ce qu'on parle à des projets citoyens puis des petits organismes qui sont en train de devenir un peu plus gros puis essayer de comme se mobiliser dans le quartier. Fait que c'est vraiment des tables de discussion où est-ce que on se met tout le monde ensemble puis on faire un brainstorm un peu de où est-ce qu'on en est rendu, c'est quoi les étapes que toi t'as passé au travers, c'est quoi les nouveaux besoins. C'est ça. Comme, là, la dernière fois, moi j'avais animé la table de c'est quoi la différence entre un projet citoyen puis un OBNL, puis ça serait quoi les étapes pour devenir un OBNL. Puis c'est ça, il y avait d'autres tables, il y avait Sam qui a animé la table sur les bénévoles, puis comment prendre soin des bénévoles, comment organiser des bénévoles. Comment en prendre d'autres. C'est ça, exactement, parce que ça a l'air à rien, mais c'est quand même pas facile de figurer comment gérer des bénévoles. On avait une table qui était vraiment sur la création d'un projet, puis on en avait une autre qui parlait du guide de création de projet que Effervescence citoyenne avait déjà commencé un peu avant, puis on avait une autre petite table de networking où les gens pouvaient comme écrire c'est quoi leur organisme, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qu'ils peuvent t'aider avec, puis on a quand même réussi à faire quelques matchs avec des organismes qui se connaissaient pas. Ça a-tu été bien populaire avec combien de personnes? En fait, ça a quand même été populaire pour qu'est-ce que c'était, parce que c'était la première édition le 15 mars. Je me suis rendu compte... C'était à l'intérieur? Oui, c'était à l'intérieur dans un autre organisme qu'on fait souvent affaire avec, qui s'appelle le Centre de médiation culturelle L'Éphémère. C'est vraiment cool comme projet, mais j'en parlerai pas trop longtemps parce que Jocelyn est meilleur que moi. Mais au fond,
manifestation, ça a été quand même populaire pour le fait que c'était le 15 mars, puis les gens du communautaire étaient pas mal toutes aux manifestations pour la brutalité policière. Moi, j'ai honnêtement pris l'événement parce qu'il y avait un trou dans l'horaire et j'ai pas pensé au fait que, genre, j'aurais peut-être aimé ça être aux manifs, mais... Fait que, ouais, c'est ça, la prochaine fois, on va essayer de planer un petit peu mieux notre... quand est-ce qu'on va le faire, là, on n'est pas trop sûr, début mai, probablement. OK. Puis ça s'entrecroise comment, les manifs puis ton organisme? Ben, moi, c'est plus personnel, là. Je vais aller à la manif. C'est plus personnel, là. Mais j'imagine qu'il y a quand même... C'est quand même quelque chose qui peut te toucher, là, je veux dire, la brutalité policière, là, puis les gens qui ont besoin de ces vêtements-là, je pense que ça s'entrecroise un petit peu, là. Ben, pas nécessairement, tu vois, genre, je pense que vraiment, les vêtements, tout le monde peut en profiter, mais je pense qu'en même temps, tout le monde peut aussi être victime de brutalité policière, je pense que ça s'entrecroise peu importe, là. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu que... tu sais, je veux dire, t'es quand même quelqu'un de gauche, là, genre, je suis pas mal sûr et certain que si je dis que Amazon, Shein, puis toutes ces l'économie hyper de consommation, si ça devient à se réduire, tu serais quand même contente, mais est-ce que ça va affecter tes opérations? Honnêtement, je pense que j'ai le même problème que toutes les friperies, où est-ce qu'on reçoit vraiment beaucoup de choses qui sont issues de la fast fashion. On dirait que, personnellement, dans le cas de la friperie, c'est moins grave parce qu'on vend pas les vêtements, fait que les gens vont quand même les prendre. Mais c'est sûr que si jamais tu as le choix de payer 5$ pour quelque chose sur Shein, déjà directement de la place, ou payer le même prix puis aller le chercher dans un magasin proche de chez vous puis qui a déjà été porté par quelqu'un, mais la chance est que tu vas aller le chercher sur Shein. Mais tu sais, je pense que de manière générale, juste par la quantité de dons que je reçois, il y a quand même un problème qui est notoire, qui est de voir à quel point de tout ça, c'est des choses qui ont peut-être été portées une ou deux fois. Puis tu sais, ça, je veux pas non plus shame des gens, mais tu sais, il y a beaucoup de donateurs récurrents qui vont donner des choses issues de la fast fashion. Je pense que, honnêtement, je vois pas ça comme étant un problème individuel. Je pense que c'est vraiment... On se fait vraiment pousser dans la gorge de toujours avoir la nouvelle affaire, puis c'est pas cher, puis c'est comme ça change pas vraiment rien pour toi. On est toujours poussé à consommer de plus en plus. Puis souvent, on se rend pas compte à quel point qu'on a de vêtements chez nous jusqu'à temps que, tu sais, on est comme, OK, c'est le temps de changer. Mais tu sais, moi, j'aime bien dire au monde de faire un exercice. Prends tous tes vêtements, puis mets-les sur ton lit, regarde la taille de la pile. Parce que c'est souvent, genre... des choses que tu portes pas, là. C'est ça, juste des choses que tu portes pas. Puis même la pile de toutes les choses que t'as, genre. Puis là-dedans, c'est quoi que tu portes? Ça risque d'être peut-être plus le que tu penses, là, c'est pas plus, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est moi, personnellement, quand j'ai commencé la friperie, je faisais pas beaucoup d'argent, je faisais genre, je pense, 600$ par mois, parce que je travaillais à temps partiel, j'étais aux études, fait que j'ai pigé pas mal dans la friperie au début aussi. Puis je me suis donné comme une contrainte qui était quand je prends un morceau, il faut que je donne un morceau que j'ai de mes affaires. Ouais, un peu comme les armoires des jouets des enfants, là, s'il y a un jouet qui rentre, il faut qu'il sorte, il faut que ça fitte dedans, là, Mais honnêtement, moi, ça l'a full aidé avec le fait que je pourrais juste me ramasser avec une friperie entière dans ma chambre, mais on veut pas ça non plus. Il y a plus de gens qu'on pense, hein. J'ai déjà eu une invitée qui m'expliquait que c'était un problème de couple, là, qui a juste trop d'affaires de linge, là, qui aurait besoin d'en donner. Ben non, c'est ça, mais en même temps, moi, j'ai habité pendant genre 3-4 ans dans une van, dans des tentes, puis c'est mon ex-copain qui, à un moment donné, m'a dit « OK, t'as comme pas mal d'affaires, puis quoi, si jamais à un moment donné, on perd l'appart, qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, avec toutes tes choses, puis j'étais comme « C'est vrai que ça pourrait être un problème. » Fait que ça part en feu. C'est ça. Il y a rien de ça qui est assuré. En même temps, je pense que, tu sais, comme je te disais, quand on a commencé à habiter à Hochelaga, on était dans un appartement à 7 personnes, je faisais 600$ par mois, fait que c'était quand même une très grosse possibilité qu'on se retrouve sans appartement s'il y avait un problème avec cet appartement-là. Fait que, tu sais, c'était un peu dans l'optique de se dire que si jamais, à un moment donné, il faut qu'on se retrouve à encore habiter dans une van ou à encore habiter dans une tente,
qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait que c'était de genre declutter un peu au fur et à mesure. Puis ben, j'ai un peu gardé cette idéologie-là. Puis en ce moment... C'est le mode de vie, en fait. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en ce moment, tous mes vêtements sont stockés dans un meuble pour les télévisions. Fait comme juste les 2 petits tiroirs qui sont quand même petits. Wow, OK. Ouais, puis faut le faire. C'est borderline minimaliste, là, rendu ben, sont pas mal pleins, là. Ils sont pas mal pleins. Ouf, pas le tiroir, ça ouvre. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui veut pas, genre, m'aide quand même à comme pas trop accumuler d'affaires, de faire sûr que toutes les choses que j'ai, je les porte. Puis quand il y a des choses que, genre, qui me servent plus ou que je préfère quelque chose d'autre, je vais, genre, le remettre à la friperie. C'est ça qui est un peu cool, c'est qu'à un moment donné que tu connais assez bien le projet de la fripe, tu connais à peu près les spots où est-ce que, genre, dans quel quartier que... Ils ont besoin de tel truc. Qui ont besoin de tel truc. Puis aussi, c'est vraiment niaiseux à dire, mais il y a certaines armoires qui ont du linge plus funky que d'autres, juste par la nature du quartier, fait que tu finis par être capable de figurer lesquels tu le sais quel don va être mis à... Ouais, est-ce que vous faites dans le tri, tu fais comme, ça c'est des boîtes ici, boîtes tel quartier? Non, souvent non, mais c'est des choses qui arrivent un peu automatiquement, tu sais. Comme je pense, l'armoire des Éries, c'est plus des familles dans ce coin-là. L'armoire Théodore, c'est plus des familles, fait qu'il va souvent juste organiquement avoir plus de jouets, de vêtements pour les enfants. Alors que, disons, par exemple, l'armoire au boisé Vimont, ça, c'est plus une armoire où est-ce que c'est des personnes activistes qui vont y aller ou genre des gens qui aiment le parc nature, fait qu'il va avoir comme, tu sais, plus des vêtements d'hiver, il va avoir des fois outdoor, c'est ça, ou genre à la bibliothèque, c'est vraiment encore genre plus des trucs famille, il va avoir comme plus des manteaux aussi, parce que les gens qui sont là sont plus consciencieux de l'environnement qui est autour de la bibliothèque. Puis il y en a un qui est dans un espace artistique, puis il y a toujours des vêtements comme faits à la main là-dedans. Il y a vraiment genre la friperie du milieu ressemble au milieu, genre. C'est souvent ça que je me rends compte. Mais ça représente ce que la communauté est. Genre. Exactement. C'est vraiment cool comment que ils ont tous leur microclimat, genre. OK. Puis, tu sais, tu disais, genre, que toi, t'aimerais ça que plus de gens donnent les vêtements qui sont réutilisés. Tu sais, moi, je le dis souvent, là, genre, j'ai vendu tellement de trucs sur Marketplace, j'ai fait un peu cet exercice-là, puis j'ai réalisé que j'ai pu vendre, genre, 2500 $ sur Marketplace. Je pense que c'est même pas vouloir que les choses soient données plus, c'est que les choses soient portées avec plus d'intention. C'est que c'est comme correct d'avoir beaucoup de vêtements pis tout, mais c'est que quand tu achètes quelque chose parce que t'es comme, je pense que ça serait bien en ce moment, puis que finalement tu te rends compte que tu le portes pas, la chose n'a pas été achetée avec une intention, puis souvent l'intention va être de le redonner par le biais de friperie, par le biais de la friperie. Puis on se dit, mais c'est pas grave que je l'achète parce que ça sert à quelqu'un, mais pas nécessairement, tu sais, des fois ça va quand même, surtout si tu l'envoies à des friperies, ça peut retourner dans les poubelles. On en parlait tantôt, on sait pas, Ça peut aller dans les poubelles, ça peut se ramasser dans un autre pays qui va juste polluer l'autre pays aussi, finalement. Je te dirais qu'il y a vraiment beaucoup de friperies locales qui vont garder leurs choses dans la localité, qui vont devoir se débarrasser de vêtements de fast fashion parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment extrêmement revendable. La friperie, c'est plus possible, sauf que, tu sais, c'est plus possible dans les armoires, mais que quand on fait des événements de collecte puis qu'on reçoit, genre, une quantité phénoménale de choses qui sont pas utiles à la saison, qui sont pas utiles à quelqu'un qui est dans la rue, à quelqu'un qui vient d'arriver au pays, etc. C'est souvent, genre, ajouter une énorme charge de travail sur des bénévoles. Fait que, tu sais, on voit peut-être pas, genre, jusqu'à où ça va, ce don-là, puis cet achat-là qui a été fait sans avoir une intentionnalité derrière. OK. Puis c'est quoi le... Tu parles de trucs d'intention et tout, mais c'est quoi le truc le plus commun dans les boîtes? Que tu te dis, c'est une chance que les gens ils ont une bonne intention de donner ça, genre. On reçoit tellement de t-shirts. Genre des t-shirts. C'est bon, ça? Ben, c'est bien l'été, mais comme c'est cool d'avoir genre 2-3 boîtes de t-shirts de plein de grandeurs, mais tu sais, comme quand t'es rendu à 10 boîtes de t-shirts. Ouais. Les vêtements pour femmes aussi, on a beaucoup de chandails. C'est rarement des jeans, c'est rarement des joggings, c'est rarement des choses que les gens comme aiment porter ou veulent. Des hoodies, on n'en a pas tant que ça. Non, parce que les gens ont tendance à garder un bon hoodie. Par exemple, un chandail qui est comme joli, puis que, tu sais, peut-être tu t'apparentes plus autant, genre, à
genre, à quoi il a l'air, t'as plus de chances de le donner, comme on reçoit énormément de comme petites camisoles pour l'été, là, qui sont comme cute, mais des fois un petit peu... En été, en hiver, ça marche pas, là. C'est ça, tu sais, puis même l'hiver, on va recevoir énormément, genre, des camisoles d'été, des petites robes, puis des trucs qui, genre, sont un peu troués, un peu, parce que c'est même pas parce que la personne n'en prend pas soin, c'est juste parce que c'est le matériel qui est fait qui va trouer. Ben là, ça, c'est un autre débat, là, de qualité, que ces chaînes, je veux dire, c'est fait pour briser, là. Exact, c'est tellement dommage, là. C'est quoi qui manque dans les boîtes? Que tu te dis, il y a trop de t-shirts, mais on aimerait ça avoir d'autres choses. Ben, il y a souvent les bottes. Je me fais vraiment, vraiment souvent demander des bottes, puis des espadrilles, puis des trucs comme ça. En hiver, là, c'est ça. Parce que souvent, les gens, quand ils ont des bonnes bottes, ils vont les garder. Puis les bottes qu'ils vont donner, c'est soit parce qu'ils les ont achetées puis ils font pas, ou genre qu'ils sont trop cassés, ils veulent passer à autre chose. Puis tu sais, des fois, c'est correct d'avoir des bottes un peu trop cassées, puis genre, c'est mieux, puis ça va dépanner quelqu'un quand même. C'est moins pire que zéro, plus souvent qu'autrement, on reçoit des espadrilles qu'il faut que je jette parce qu'il y a des trous dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment... les bottes, c'est quelque chose de particulièrement nécessaire. Fait que tu sais, si jamais t'es quelqu'un qui a genre 40 paires de bottes, pense à nous. OK, parfait. Mais tu sais, pendant que tu disais genre que les gens, ils devaient travailler avec intention, des fois, je me dis, tu sais, je veux dire, mettons, comme tu disais, il n'y a pas de bon nombre à avoir de choses, mais en même temps, je me dis, ça, mettons, il y a des gens qui ont tellement de linge que s'ils voudraient les porter, il n'y aurait pas toute une vie pour toutes les porter. Là, c'est abusé. Là. Je veux dire, là, à un moment donné, je comprends qu'il n'y a pas de quantité, mais il y a un juste milieu. Je veux dire, si mettons, il y a des souliers, là, ça en prend des occasions. Tu sais, des fois, les gens, je vais faire une soirée, je vais le faire, mais finalement, ça n'arrive jamais. Là, finalement, le mec, OK. Fait que plus de bottes. Y a-tu des souliers aussi, genre? Ouais, des bottes, des espadrilles. Souvent, qu'on reçoit des souliers, ça va être des gogoons. Genre, des choses que t'es comme, ça me tente plus de porter ça, C'est utile quand même, Ça reste utile. Les gens les prennent, les gens sont contents de les avoir, mais tu sais, c'est peut-être un peu moins utile en décembre, genre. Mais il me semble que j'aurais tendance à dire que c'est quand même difficile à gérer des bottes. Je dis, il y a tellement de grandeur. Je veux dire, c'est le nombre de fois que c'est dans une friperie, t'es comme, ça là, fucking cool. Ah, c'est pas ma grandeur. Y a des trucs qui reste longtemps, genre, comme dedans, qui c'est comme, bon, ça fait 6 mois, c'est là. Genre. Ben, honnêtement, les livres puis les casse-têtes, on essaie de dire aux gens de, comme, amenez-nous pas ça, amenez-les dans, genre, les croque-livres à la place, mais souvent, les gens, ils font un one-stop shop, ils vont tout mettre à la même place, mais c'est que les livres vont partir tellement moins vite, puis souvent, ce que ça a comme effet, c'est que la moitié, le tiers de l'armoire est pris par les livres, alors que ça pourrait être pris par autre chose qui est comme plus... qui fait plus de sens dans cette armoire-là. Fait que, ben c'est ça, je pense que comme les... Puis les casse-têtes aussi, c'est comme souvent, sont pas fermés, fait qu'il y a quelqu'un qui le prend puis qui l'ouvre, puis ça s'échappe par terre et des morceaux de casse-tête partout. Comment, justement, ça doit être un défi, ça, gérer la politesse, un peu, c'est juste le bien vivre, là. Je veux dire, t'arrives avec de bonnes intentions, mais l'utilisation, c'est pas nécessairement la même chose, là. Mais je pense que c'est normal, à un certain point, que genre dans un projet comme ça se pourrait qu'il y ait des débordements. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi j'essaie de pas avoir des armoires devant chez des particuliers de manière générale. Parce que ça prend une seconde que là, il y a des casse-têtes, non, je veux plus faire ça, je veux plus faire partie du projet. C'est ça, tu sais, comme je te mentirais pas que quand j'avais une armoire devant chez nous, au début du projet, je ramassais l'armoire à tous les 2-3 jours. Oh, OK. Sauf qu'à un moment donné, ce qui est cool, c'est que quand les gens connaissent le projet puis connaissent où est-ce que t'es situé puis tout ça, des fois, il y a des voisins qui viennent puis organiquement, ils viennent ramasser. Ouais. Puis je pense que... Les gens qui donnent, c'est déjà des gens de bonnes intentions, fait que... Ah, mais pas toujours. Ah ouais, mon Dieu! Des fois, on reçoit des poubelles. J'ai déjà reçu des couches pleines dans une armoire. Des couches pleines. Ben voyons donc! On a aussi, genre, de temps en temps, des problèmes de dépôts sauvages, parce que en ce moment, à Montréal, là, c'est sur le bord de changer, fait que moi, pour vrai, ça fait vraiment mon bonheur, mais le dépôt des ordures est seulement toutes les 2 semaines. Fait que, tu sais, dans un cas, c'est vraiment, genre... L'idée générale de ça est vraiment bonne parce qu'on veut faire réduire les ordures aux gens, puis on veut qu'ils compostent plus, on veut qu'ils fassent plus de recyclage. C'est vraiment bien, sauf que il y a certaines situations auxquelles ça s'applique pas, notamment des situations où est-ce que comme quelqu'un a moins d'argent pour acheter des choses en vrac, notamment des situations où est-ce que quelqu'un a pas nécessairement autant de choix de qu'est-ce qu'il consomme, comme une famille avec plusieurs enfants, ils peuvent pas genre
demander à leurs enfants de faire moins de couches sales, tu sais. Ouais. Euh, Fait que dépôt sauvage, j'ai mal compris, là. Des Hein? dépôts sauvages, c'est quand quelqu'un vient porter des déchets en quelque part de public. Des fois, les gens vont comme voir une accumulation de choses autour d'un armoire, puis ils vont se dire « Let's go, on va juste jeter nos choses là », tu sais. Puis là, ça se confond, genre. Fait que là, ça se confond, puis là, tu sais, souvent, je vais devoir aller, puis genre, faire un gros ramassage. Ouais. C'est arrivé à quelques reprises. Il y a certains endroits qui sont plus communément... qui font plus communément des dépôts sauvages. Coïncidentalement, les gens pensent que c'est proche des campements, mais non, les campeurs, les personnes qui campent dans les campements genre itinérants, eux vont souvent ramasser autour des armoires, puis prendre vraiment super soin des armoires qui sont là. OK. C'est plus dans les quartiers résidentiels, puis dans les quartiers où est-ce que les gens ont comme un peu de la difficulté à gérer leurs ordures. Ils vont... Déjà, à la base, les gens, tu sais, il y a tellement de rues, là, que si les gens, ils collent ça dans la rue, là, puis c'est comme, come on. Mais c'est aussi parce que si jamais tu laisses tes ordures la mauvaise semaine devant chez vous, t'as des chances d'avoir t'as de la chance d'avoir des amendes. Alors que si tu le laisses devant l'armoire, ben là, t'auras pas d'amende. Mec, c'est tellement prendre en otage le BNL. Ben, tu sais, on finit toujours par être capable de nettoyer puis de faire un peu, tu sais, un peu qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Mais je pense que ce qui a vraiment aidé dans plein de ces quartiers-là, c'est qu'à un moment donné, que le quartier puis les voisins commencent à connaître, ben là... Ils envoient des messages. Ils envoient des messages, on peut Ou venir eux-mêmes le ramasser. font, comme tu disais, ouais. C'est même le font. Souvent aussi, c'est que plus que le monde le connaisse, moins que les gens ont le culot d'aller mettre des déchets dedans. Ouais. C'est un peu le... Parce que j'ai déjà participé à des initiatives de ramasser des déchets puis comme les gens, ça a un pouvoir communautaire d'agir. Par exemple, là, il y avait une petite famille qui était comme « Oh, tu sais, j'allais jeter mon maïs dans la poubelle là, mais là, tiens, prends-le. » Puis je pense que c'est ça, comme tu dis, plus les gens s'approprient le projet, plus ils agissent comme exemple. Exactement. Okay. Comme c'est rarement quelque chose qui se passe autour d'une boîte qui est bien apprivoisée par son quartier. Ouais. C'est quoi le plus bel acte de... Y a-t-il une boîte que clairement t'es comme, ça c'est ma boîte fétiche, là, que les gens ils sont comme, ils participent beaucoup, puis... Honnêtement, la boîte des Éris, c'est ma préférée pour ça, parce que les gens, genre, souvent... ça m'est déjà arrivé de me faire dire par quelqu'un « La boîte est cassée, il y a ci, il y a ça. » Puis genre, j'arrive moins de 24 heures plus tard, c'est réparé, c'est debout, c'est avant propre. Que t'arrives. Avant que j'arrive, là. Les voisins sont vraiment... Ils trippent. Il y a des bricoleurs dans la gang. Il y a des bricoleurs dans la gang, ils viennent, ils ramassent, ils réparent. À un moment donné, il y avait... Je pense que c'était à l'Halloween, il y avait quelqu'un qui avait lancé l'armoire à terre. Donc, si tu veux, c'est l'Halloween, les jeunes. C'est l'Halloween, là, mais je veux pas assumer que c'est des ados, mais même si j'ai fait des affaires aussi pires que ça quand j'étais ado aussi. T'as l'air de quelqu'un qui a eu une bonne vie rock'n'rollante, là, quand même. Mais non, tu sais, c'est ça. Fait que je peux pas trop en vouloir. J'étais juste genre, bon, ben c'est bon, je vais aller remonter c'est la vie, là. Je veux dire, tu t'es embarqué dans ce projet-là, ça vient que c'est ben oui, ça vient avec ça, tu sais. Puis je suis allée, puis elle était déjà debout, était déjà réparée, puis il y avait déjà encore des nouvelles choses dedans, elle était toute propre, genre. Ouais, à place de dire crime, je me suis déplacé pour rien, ça te fait de verser une lampe puis de dire crime, la communauté est cool, au contraire. Ben, c'est ça, puis genre, il y a tellement de personnes qui viennent puis qui me parlent de cette armoire-là aussi, fait que c'est vraiment cool. À la base, c'était un armoire qui appartenait au parc des Éris. C'était la table de quartier qui l'avait installée là, puis à un moment donné, ils ont fait des graffitis, les portes étaient en train de tomber, il y a eu quelqu'un qui a mis un feu dedans. Mais voyons donc! Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de communauté rattachée au projet, c'était juste comme l'armoire qui était là. Puis, genre, on a entendu entre les branches que ça se pouvait que cette armoire-là soit enlevée à cause du manque d'entretien. Fait qu'on a décidé, hey, écoute, on va juste y aller, on va en prendre soin. Puis là, la table de quartier est comme, ah oui, c'est rendu une friperie, puis tout ça. Mais je suis comme, tu sais, moi, on a juste un peu repris le dessus de quelque chose qui existait déjà, tu sais. Puis on est quand même... Ce qui est tout aussi bien, tu sais, je veux dire, la mission est plus importante que stacker la boîte, là, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis tu sais, moi, je pense que c'est le projet est plus important, ben,
la mission est plus importante que le projet. Ouais. Comme, je trouve ça plus important qu'il y ait des initiatives de partage que, par exemple, que les initiatives soient de la friperie, tu sais. Parce que on n'est pas les premiers à créer des armoires de partage, puis on sera pas les derniers. Puis, tu sais, tout ce qu'on peut faire, nous autres, au fond, c'est d'encourager les gens à partir de leur propre projet. Puis si jamais ils veulent s'allier à nous autres, cool. Sinon, ben c'est autant cool. Ça me fait moins de travail, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ça. Ouais. Y a-tu d'autres projets, justement, que tu dis, ça serait vraiment cool que ça se fasse, puis y en a-tu que tu as déjà vu grâce à, justement, cette action-là, comme tu dis, je disais, les gens prennent exemple. Y a-tu des gens qui sont comme, hey, c'est vraiment cool, j'ai vu ça, puis j'ai commencé une affaire? Ben, on est en train de parler en ce moment un peu avec l'Observatoire des inégalités, qui eux autres sont en train de faire des recherches. Wow. Ils sont en train de faire des recherches spécifiquement par rapport à un organisme qui s'appelle Tlachuyak, qui est un organisme pour et par des personnes en situation d'itinérance autochtone. Okay. C'est vraiment un super beau projet. Ça vaut vraiment la peine d'aller regarder c'est quoi, parce que c'est un local d'art qui est aussi un peu un centre de jour, que les personnes autochtones peuvent aller dedans, puis créer des trucs, puis créer une communauté. Puis se réapproprier réapproprier. Ouais. Puis c'est eux autres qui font leur subvention, qui font leur levée de fonds pour être capables d'avoir accès au local, au fond. En ce moment, c'est pas rattaché à un autre projet en ce moment, de ce que j'en ai compris la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais au fond, eux autres, ils auraient aimé ça, avoir un peu comme un projet d'une friperie extérieure qui serait gratuite, mais qui serait comme... Il y aurait potentiellement des cases qui sont barrées avec un cadenas pour que les gens qui ont besoin de quelque chose de spécifique puissent aller le chercher. Mais là, c'est ça, on est un peu en train de regarder avec eux autres sur un très long terme. Qu'est-ce que ça va être? Comment cette logistique-là? C'est ça, si on est capable de un peu comme s'entraider, s'outiller. Il y a souvent greffer à la boîte qui est déjà fonctionnelle, la boîte, elle n'existe pas encore, c'est ça. Fait que ça serait de regarder comme comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'ils seraient capables d'adapter un système similaire à ce qu'on fait avec la friperie, à c'est quoi leurs besoins. Puis ça serait autogéré par l'espace. Parce que ça serait... Ça serait de mettre du linge? Ça serait quoi? Je sais pas ça serait de mettre des vêtements, de laisser comme un peu un espace pour que le voisinage puisse apporter des trucs, mais eux autres, vu que c'est l'Observatoire des inégalités qui ont des subventions, ils pourraient potentiellement mettre des choses dedans qui sont achetées pour des personnes spécifiquement, puis eux autres, ils auraient accès à une case de plus avec un cadenas, genre. OK, mais pourquoi il faut que ça soit une boîte à l'extérieur? Ça peut être plus à l'intérieur, d'abord, non? C'est plus parce que c'est pas souvent facile d'accéder aux endroits intérieurs à n'importe quelle heure de la journée. Des fois, quand tu es dans une certaine situation, ça peut être plus difficile d'avoir un horaire, puis ça rend ça plus facile de juste savoir qu'il y a un code en quelque part où tu peux aller n'importe quand pour aller chercher quelque chose versus devoir te timer avec les heures de l'organisme pour y aller puis aller chercher les choses. Là. C'est parce que cette réalité-là est différente de je travaille du 9 à 5. Là. Exactement, c'est pas toujours facile de... Puis tu sais, on pense que les personnes qui sont en situation d'itinérance, ils ont rien d'autre à faire de leur journée, mais c'est vraiment pas vrai. non, ils ont d'autres chats à fouetter, c'est sûr. Vraiment, fait que c'est pas tant facile que ça de s'adapter à un horaire. Fait que des fois, de pouvoir avoir accès à quelque chose qui est comme disponible n'importe quand, ça peut être vraiment utile. Ouais. Comment tu jongles avec le travail puis l'OBNL? Ça ressemble à quoi ta journée que tu dis? Puis c'est quoi les plus grands défis dans tout ça? Je pense que je suis quand même chanceuse que je travaille à l'extérieur, puis on a certains quartiers qu'on peut faire pendant la journée, fait que on est quand même capable d'avoir une flexibilité dans l'horaire de l'endroit qui me paye pour être là. L'idéal, ça serait que je sois capable d'être un peu payée pour la friperie pour faire comme un genre de 50-50. En ce moment, c'est pas le cas. Fait que j'ai comme une journée par semaine où je fais vraiment des trucs de friperie. Puis le reste du temps, je vais travailler, mais tu sais, T'as quand même beaucoup de temps à donner, là, quand même. J'ai quand même beaucoup de temps à donner. C'est gentil, là. Ben, je dirais pas que c'est gentil plus que c'est du zèle, là, mais... Mais je pense que les gens qui ont des OBNL, ça prend ça, là. Ça prend des gens crazy pour faire des missions crazy, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment un projet dans lequel j'ai déversé beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures, beaucoup de temps, mais que je suis capable de voir vraiment les répercussions. Fait que c'est un peu addictant de vouloir mettre plus d'heures tout le temps. Ouais. Mais tu trouves-tu que, y a des gens qui sont potentiellement mal intentionnés, qui disent « Ah, mais là, c'est parce que la personne, elle veut dire que je suis une bonne personne, puis tout. » Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Ben, je pense que si jamais tu penses que les personnes qui partent un projet comme ça, surtout des personnes qui, genre...
on va se le dire, les premières années que tu as un organisme ou tu as un projet comme ça, c'est quelque chose qui te coûte ultra cher, qui prend énormément de ton temps puis d'énergie. Puis je pense que j'aurais pas assez d'énergie si jamais mon but, c'était juste de bien paraître. Ouais. Je pense que genre je pourrais aller acheter une belle robe moins chère, hein, quelque part. Ouais. Surtout un projet comme ça, en plus, de communautaire. T'en as-tu reçu des commentaires pas tant nice là-dessus? C'est un défi? C'est vraiment comique, mais les commentaires que je reçois, puis c'est quelque chose que je suis, genre, quand même... que je le sais. C'est des commentaires par rapport à... J'ai un style un peu bizarre. Oui, ta dernière story qui était comme « Ah, madame, je ressemble à un clown », c'était hilarant, cette story. Mais tu sais, je pense que j'ai un dos large, là. Je suis capable de prendre beaucoup de... Tu sais, je suis capable de prendre beaucoup sur moi-même. Je le sais que j'ai l'air bizarre. Je le sais que ça se pourrait que ma tante Nicole, elle tripe pas. Atypique. On va y aller de même, bizarre. Non, mais c'est correct, tu sais. Puis je pense que c'est juste de montrer que n'importe qui peut faire un peu n'importe quoi aussi, là. Tu sais, genre, je pense que... Comme Rémi, là. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, je pense que je le sais que j'ai pas l'air de genre le typique DG d'un organisme à but non lucratif, mais je pense que comme c'est un peu à mon avantage aussi parce que ça devient accessible aussi. Ça devient plus accessible, puis je pense qu'il y a plus de gens qui sont prêts à recevoir un conseil pour commencer quelque chose d'une personne qui ressemble comme moi versus une personne qui ressemble à costard-cravate, c'est ça. Ouais. Parce que d'après moi, si moi je suis capable de le faire, toi aussi. Genre. Ouais, c'est ça. Je m'en vais pas avoir su me dire, les organismes communautaires sont là. Ça va être le fun pour m'accueillir. Puis y a-t-il d'autres défis? C'est quoi le défi le plus difficile à gérer à date dans toute cette histoire-là? Honnêtement, c'est tout ce qui est bureaucratie. Okay. Ouais, moi j'ai souvent dit... Puis c'est quelque chose que n'importe qui à qui j'ai parlé de ça, je le dis à toutes les fois. Si jamais je pouvais soit faire mes papiers, soit me faire arracher une dent, puis quelqu'un les fait pour moi, ça ferait longtemps que j'aurais plus de dents. Ah ouais, à ce point-là. Mais tu sais comment que la vie, elle a des manières de faire en sorte que les choses que tu haïs faire dans la vie, c'est les choses que tu finis par faire de ta vie. Exactement, Puis c'est quoi, à l'ordinateur, genre, ça devient comme... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile, genre? C'est que les formulaires sont chiants, les gens ils répondent pas vite. Les formulaires sont chiants, les gens répondent pas vite. Puis souvent, pour tout ce qui a rapport avec un organisme à but non lucratif, j'ai comme fait énormément de recherches par moi-même pour savoir c'est quoi les étapes. Puis il y a pas de place où est-ce qu'il y a une liste qui va te dire c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Fait qu'il faut juste comme tu figures. Puis souvent, tu sais, moi, ça m'est arrivé 2 fois de me faire envoyer une lettre pour me dire tu vas perdre ton organisme si tu remplis pas tel formulaire dans les prochains 3 jours, 4 jours. Wow. Puis là, je change comme, oh my god, je capote, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, t'as besoin d'infos. C'est ça. Avec là, genre, je Google, je m'en vais ici, je m'en vais là. À un moment donné, j'ai appelé ma grand-mère pour qu'elle trouve un numéro de téléphone pour moi, là. J'étais comme rendue désespérée. Non! C'est vraiment pas facile. Oh my God! Mais c'est pour ça un peu que je faisais, tu sais, que j'ai décidé d'organiser les rassemblements pour les petits organismes puis les petits projets citoyens, là. L'idée, c'est vraiment pour coacher l'initiative puis comment faire, ouais. Puis tu sais, c'est pas complètement humanitaire non plus, parce que je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui était dans ma position, mais 3 steps plus loin, qui va pouvoir me dire qu'il fallait que je fasse de quoi oui, tu peux attirer tel type de personnes, ça peut s'entraider dans peu importe le niveau. C'est ça, puis tu sais, à un moment donné, c'est impossible si jamais t'as pas fait ton école là-dedans que tu saches exactement comment avoir des subventions, comment avoir c'est un peu comme l'entrepreneuriat, je veux dire, il n'y a pas vraiment de recette gagnante. Exactement ton truc. C'est des choses que t'apprends toutes un peu dernière minute sous pression avec des formulaires comme dans Astérix, là. Mais t'aurais pas tendance à partir un guide, justement, pour partir, c'est quelque chose qui t'intéresserait? C'est Effervescence citoyenne qui ont le guide. Ils ont déjà commencé un guide pour les projets citoyens où est-ce qu'ils te donnent plein de ressources. C'est super cool. Mais là, on essaie de travailler sur une version 2.0 où est-ce qu'on va parler plus de choses organismes. Parce que il y a... Même si jamais on ne serait pas un organisme à but non lucratif, il y a tellement d'autres choses qui, juste par la nature d'avoir un projet, tu sais pas nécessairement où aller. Déjà, dans le projet citoyen, t'as pas besoin de passer au niveau ABNL officiel. Non, vraiment, il y a des avantages aux deux, puis il y a des désavantages aux deux, puis c'est de voir c'est quoi que ton projet, finalement, est comme... Il pourrait comme être le plus... bon avec. Dans un cas comme moi, où est-ce que j'ai plusieurs armoires puis qu'il y a plein de trucs qui peuvent se passer, ça valait plus la peine d'être un organisme à but non lucratif parce que
avec tout le capital qu'il y a, les armoires, avec tous les projets qu'on a, on peut être plus financé comme ça, déjà dans un premier temps. Puis aussi, s'il y a un problème sur un armoire, quelqu'un se blesse dessus, ben c'est pas moi, Kin, qui va avoir une poursuite au criminel, ça va être l'organisme. Fait que c'est comme... Tu peux te blesser avec une boîte? Ben... J'espère que non, mais tu sais, on sait... mais tu sais, comme je te disais, il y en a une qui a tombé avec les vents. C'est pas assez lourd pour tuer quelqu'un, mais ça peut peut-être blesser quelqu'un, fait qu'on essaie le de matériau figurer. peut se retrouver, le clou, je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tant qu'à être comme mal pris, on prend toutes les précautions que c'est possible de prendre, mais on sait jamais, fait qu'on préfère, tu sais, être capable de se dire que s'il y a un enjeu, c'est pas moi... Kin ou pas mon collègue Blake qui prend le blâme légal. Ça va être l'organisme. Trouves-tu que ça c'est un frein à d'autres personnes de vouloir partir des initiatives? Parce qu'ils se disent, s'il y a plein de gens qui disent moi je veux pas me faire accuser tel truc, fait que je fais rien, genre. Mais honnêtement, je pense que oui, ça peut être un frein, mais je pense que le plus gros frein, c'est d'avoir cette impression-là que le monde qui part des projets, c'est du monde surhumain ou c'est pas, tu sais, comme... que c'est des gens qui ont comme fucking de drive puis fucking d'ambition. Ben, tu le vendais mal tantôt, c'est pas mal ça que tu disais, non? Mais c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Moi, j'ai commencé ce projet-là, puis je travaillais comme toiletteuse. Je faisais 600$ par mois, puis je venais de sortir d'une situation d'itinérance, là. Fait comme... C'était possible en même temps. Tu sais, c'est ça, genre, j'étais pas la personne la plus motivée non plus, là. J'ai commencé ça, j'avais 28 ans, là. Je connais-tu tant de monde que ça qui sont genre ultra motivés à 28 ans quand ils sont toiletteuses? Pas tant que ça, tu sais. T'es encore un ado à cet âge-là, quasiment. Ben, honnêtement, ouais. Là, puis, excusez-moi, je voulais pas diss les toiletteuses, vous êtes super Mais non. Mais t'en étais une, mais tu peux le faire, là. Ouais. Tu peux le dire, ouais. Ben, tu sais, c'est ça, je pense que... les gens ont vraiment cette impression-là que ça te prend d'avoir une ambition, ça te prend d'avoir comme énormément de connaissances, puis c'est pas nécessairement le cas, tu sais, ça peut commencer tout petit, puis des fois ça agrandit, mais ça... Un peu comme une entreprise, je veux dire, t'as pas besoin d'une idée grandiose pour révolutionner quelque chose. Tu sais, c'est pas parce que ça te tente de vendre 2-3 muffins qu'il faut que tu te partes une pâtisserie française. Je m'achète un four industriel, relax, genre, tu peux faire ça chez toi. Ça peut grandir avec le temps, tu sais, moi ça a commencé avec un armoire qui était même pas pour les vêtements, là, tu sais. ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, les choses grandissent par elles-mêmes, c'est pas... faut pas que tu sois, genre, d'emblée, que tu saches où est-ce que tu t'en vas, tu sais. Ouais. Y a-tu d'autres projets que, si t'avais plus de temps, tu voudrais partir? T'es comme, si je manque de temps, mais genre partirais un deuxième au BNL, là. Ah, c'est une bonne question. Ben, en fait... Ou que tu aimerais que quelqu'un le fasse, du moins, là. Ben, c'était mon plan, là, un petit bout, genre, là, je pense que je le ferai pas, j'aurai pas le temps de le faire, puis aussi, parce que c'est officiel, ton autre BNL, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'un truc que je voulais vraiment... à investir plus dedans, c'était la raison pourquoi je suis allée en mécanique, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, dans le Canada, vont genre habiter dans leur van, puis un peu se déplacer avec les saisons, parce que des fois c'est froid au Québec, il fait fauteuil en quelque part, il fait plus chaud pour continuer à habiter dedans. Souvent, ces personnes-là n'ont pas nécessairement l'argent pour le meilleur char que tu peux, comme l'argent peut t'acheter, fait que c'est du monde qui reste pogné dans des endroits avec le char qui marche pas pendant vraiment longtemps. Fait que l'idée, c'était de comme faire un peu un cours de mécanique mobile où ce que les gens peuvent appeler, ou les gens, tu sais, comme faire de la mécanique communautaire, où est-ce que les gens peuvent un peu appeler, puis tu viens, puis tu leur expliques comment ton auto marche, puis tu répares avec la personne les choses. Moi, c'était mon plan un peu de pourquoi je suis allée en mécanique. Finalement, j'ai complètement fait autre chose, puis je suis vraiment contente de faire qu'est-ce que je fais en ce moment, mais ça serait vraiment cool si jamais ça pouvait exister, ça. Ouais, de rendre les gens autonomes dans leur réparation. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à la mécanique auto, j'avais 26 ans, puis c'est arrivé après que j'ai dépensé comme 1000$ pour un truc que quelqu'un, finalement, n'a même pas réparé. Oh non! Puis c'est un mécanicien à qui, genre, j'ai rendu service, qui a fait « Hey, ben, si tu veux, appelle-moi, puis on va faire ça en vidéocall. » Je me suis rendu compte « Hey, c'est actually pas mal facile. » Puis comme... Ça se fait, là. Ça se fait très bien, là, si jamais t'as comme un cerveau logique, puis que t'es comme... Genre ça marche de même. Donc, techniquement, je suis capable de faire ça, puis ça va réparer la patente. Ben, tu sais, je pense que c'est accessible pour tout le monde, c'est juste qu'on se rend pas compte à quel point ça l'est. Fait que... ça pourrait être cool, tu sais, j'avais comme idée de me dire... parce que, tu sais, il y a
il y a des vannes, des fois, de mécanique, de vélo, qui se présentent sur les... Moi, je fais du triathlon, là, puis des fois, il y a des vannes de mécanique, puis ils font ça, puis ils t'enseignent à le faire. Fait que ça pourrait être une vanne qui vont vers les gens que leur voiture est brisée, mais on l'a fait ensemble. Ben, tu sais, je pense que ça serait cool que ça existe. Puis c'était l'idée à la base, mais tu sais, encore une fois, c'est pas tous les projets qui vont aboutir, puis c'est correct aussi, tu sais. Oui, exact. C'est hyper magnifique, là, comme au BNL, là, puis on est tous reconnaissants, je pense, là, que tu fasses ça, là. C'est quoi les prochaines étapes de Fripru pour que ça aille au prochain niveau, pour que ça évolue comme que tu voudrais, du moins, là? Ben, je pense qu'en ce moment, j'ai décidé que je me concentrais sur faire peut-être un peu moins d'événements que l'année passée. Comme là, je veux en faire seulement 2 qui sont organisés par mois puis officiels. L'année passée, on était en alliance avec les Pirates Verts. On en faisait 2 par mois, ce qui était quand même énorme. Wow, fait, tu sais, je pense que cette année, on veut se concentrer sur en faire moins pour être capable d'en faire plus tard. Parce que je suis vraiment ultra en train d'apprendre tout ce qui est la paperasse. Je suis ultra en train d'apprendre tout ce qui est aller chercher des subventions puis tout ça. Puis le but ultime, ça serait de m'allier avec des organismes pour être capable d'avoir un magasin gratuit à Montréal. Wow. Ça serait vraiment cool. Ça serait pas la première fois que ça existe à Montréal. En 2016, il y a eu une place qui s'appelait Zéro Déchet. Oui, mais oui, c'est vrai que c'est dommage que ça a fermé. Ouais. Ben, c'était pas un organisme à but non lucratif per se. Eux autres, ils prenaient les boîtes de vêtements de dons qui envoyaient les choses ailleurs. C'était un commerçant de friperie qui a décidé que les choses, à la place de les jeter, on va juste les mettre dans une place, puis les gens peuvent venir chercher les choses. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de subvention pour ça. Puis à un moment donné, je pense que ça coûtait plus cher d'opérer que de... Qu'est-ce que ça lui faisait comme marge de profit de pas jeter tout ça, fait que ça l'a fermé. Compte-moi pas là-dessus, je le sais pas. J'ai comme lu un article avant de m'en venir, puis c'est tout. Ben c'est ça, je pense que ça serait cool que ça revienne puis ça refasse son apparition ici, genre, parce que c'est quelque chose qui existe pas mal ailleurs, mais au Québec, j'en ai pas vraiment vu des magasins gratuits, autres que celle-là en 2016. Tu devrais repartir le zéro déchet, mais de façon pérenne, là, en fait. Ouais, c'est ça. Dans mon monde idéal, ça serait de faire un espace qui est autant un espace de rencontre communautaire, peut-être même avec une petite scène de musique, puis de clown, puis de performance, puis pour être capable de subventionner l'activité de l'autre côté, qui serait les vêtements gratuits, puis le tri des choses. Ça s'autofinance, en fait. Que ça puisse s'autofinancer de cette manière-là, sans que ça devienne une place ultra élitiste, où est-ce que les gens qui viennent, c'est juste comme des gros shows, puis tout ça, là, je veux que ça reste... très ancré vers la communauté, parce que je trouve que malheureusement avec le système capitaliste, tout ce qui existe en ce moment, c'est toujours dans le but d'être rentable. Ben c'est ça, puis dans le but de devenir de plus en plus gros tout le temps, puis genre, tu sais, je pense que c'est pas nécessaire que tout soit énorme non plus, tu sais. Ouais. C'est quoi les financements que tu penses que tu aurais besoin pour apporter ça au prochain niveau? Je suis encore full dans l'évaluation, tu sais, j'ai fait mon recensement de qu'est-ce que l'opération de la friperie m'a coûté en 2025. Puis moi, ça m'a coûté autour de 6 000 $. Ah, mon Dieu, c'est pas si mal. C'est quand même pas pire, honnêtement, là. Genre, puis il y a une petite partie de ça qui a été comme que des frais ont été couverts. Cette année, la différence, c'est qu'on a accès au local de l'espace maker pour faire de la soudure. Fait qu'on va être capable de refaire ou reprendre des armoires, fait que ça va coûter moins cher d'aller parce que l'année passée, on achetait des armoires, on achetait des matériaux pour que les armoires puissent être construites. Il y a certains matériaux qui ont été donnés, comme les armoires en bois, ça a tout été donné par le croque-bouffe. Mais les armoires en métal, il y en a une bonne partie qui ont été achetées. Fait que là, de pouvoir aller faire de la soudure sur les armoires qu'on a, puis peut-être de pouvoir même créer une nouvelle armoire qui est vraiment faite spécifiquement pour les conditions, ça pourrait potentiellement coûter moins cher que qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, on a genre tout ce qui est de l'impression, on a tout ce qui est genre des fois quand il y a des choses qui se font voler ou du gaz pour aller chercher des choses, il y a plein de... Mais c'est vraiment... C'est tout ce que ça finance, là. C'est ça, mais tu sais, c'est vraiment pas si mal quand tu regardes comme combien que ça l'a coûté pour genre 10 armoires, 6 000 $. Puis il y a eu des événements, des impressions, il y a eu plein de trucs finalement qui ont été genre... J'ai fait beaucoup de soumissions de fabrication de choses de métal, puis 6 000 $, c'est pas si pire, là, honnêtement. Non, là, vraiment. c'est quand même... C'est payant d'avoir ton soudeur. Ouais, ça, c'est sûr. Est-ce que c'était en acier ou c'était en... Excusez-moi, ça doit devenir technique, l'ingénieur en moi. Est-ce que c'était en acier? Est-ce que vous faites ça au MIG ou au TIG? C'est souvent en aluminium
aluminium, puis je pense que ce serait plus lui qui pourrait te répondre, mais de ce que j'en comprends, c'est du TIG. Oh mon Dieu, ça fait que c'est de l'alu, c'est sûr, c'est du TIG. Ouais, ah c'est ouais, ça. ok, mais de la soudure d'aluminium, là, c'est vraiment difficile. Là, j'en ai fait, là, Ouais. puis j'ai jamais réussi. Là. Ouais, non, c'est ça, J'ai ça fait du prend stainless, ça là, prend mais- des cours pis tout, mais c'est ça, bon, j'ai comme été chanceuse d'avoir été à la bonne école au bon Ouais, moment pour ouais. avancer des gens qui sont Wow. capables de le faire. Fait Ah, que- c'est quand même des skills pas faciles. De trouver un soudeur en aluminium, là, ça doit Vraiment. vraiment pas être facile. Là. Vraiment. Ben, Ouais. c'est ça, j'ai été chanceuse de genre avoir parti ça avec un soudeur. Y a-t-il des besoins qui sont pas encore comblés? Que tu dirais, mettons là, j'ai une baguette magique. Là, puis je suis comme, Une pac, baguette maintenant, magique? ça se passe, tu ferais quoi là? J'aurais définitivement... Je pense que j'aurais besoin de quelqu'un qui pourrait plus m'outiller dans tout ce qui est subvention puis tout ça. Parce que là, cette année, on a enfin, là, ça fait combien de temps que je pense que ça doit faire 1 an que j'essaie d'avoir toutes les informations en ordre pour être capable d'avoir un compte de banque puis accepter des dons. Mais là, à cette heure, on peut. Au nom Fait que de l'OBNL, au en nom fait. de là. l'OBNL. Ouais, ok. Fait que là, maintenant, on peut accepter des dons puis des subventions, mais je suis comme pas encore rendue au bout de tout ce que je suis confortable de faire rien de ça. Fait que j'aurais potentiellement juste comme besoin de quelqu'un qui vient... Un puis trésorier, en qui- fait, non? Ouais, c'est ça, parce que moi, genre, je suis pas la meilleure personne avec l'argent non plus. Là. Genre, j'ai comme... comme je suis correcte, là, je me gère bien, mais en même temps, genre, je suis peut-être pas assez pour comme devenir Ouais, efficace, c'est une autre trésorier, histoire, là. ouais, Ouais, c'est exact, ça, ok. c'est ça. Je suis pas la personne la plus efficace, mais Ok. je pense qu'une baguette magique, ça pouvait m'apporter un trésorier qui Ok. peut... Ok, fait que dans l'équipe de 3, il n'y a pas Ouais. de trésorier. Non, ça, je il y a pas de comprends, là. trésorier. C'est toi, par l'entremise C'est- de... Tu c'est fais de la ça. bureaucratie déjà. C'est ça. ok. Mais non, c'est ça. En fait, il te faut 3 noms pour commencer un organisme Ouais. un peu non lucratif. Il y a moi qui est présidente parce que c'est moi qui l'ai commencé. Mhm. On a Blake qui fait genre vice-président, qui fait aussi La toute soudure. la soudure puis tout ça. Puis le 3e nom, c'est un prêteur de nom. C'est mon ex-copain. Un prêteur de nom. Un prêteur de nom, ouais. Quand Ok. tu sais pas trop à qui tu veux faire confiance pour la 3e personne ou quand t'es pas trop sûr de... Parce qu'il faut que la 3e personne signe pas mal de papiers. Des fois, c'est pas nécessairement facile d'avoir accès Ok. à quelqu'un assez de fois pour qu'il vienne signer Ouais, des papiers. ouais. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de prendre Maëlle du Croque-Bouffe avant. Là, ça devenait vraiment compliqué pour aller tout signer puis refaire les papiers. Fait qu'on a juste temporairement mis mon ex-copain pour pouvoir faire les papiers puis finir Ok, tout ça. ok. Fait que C'est ça, déjà en même ce très moment, cool, ouais. déjà. Ouais, c'est pour ça, que ça se fasse. de pouvoir la partir, puis après ça, on peut comme faire des changements, là, fait que en ce moment, on n'a pas de trésorier, là. Ouais, puis ok. je suis pas sûre que Maël va être le meilleur trésorier non plus, je pense qu'il est pas trésorier pour son organisme à lui non Ok, plus. ok. Fait que je suis genre un peu en train de regarder ça, là, qui est-ce qu'on pourrait mettre à, Ok. à ce spot-là, sinon ça continuera d'être moi, Ouais. puis ça sera ça. Ok. Moi, j'ai fait une formation en ligne pour les conseils d'administration, là, fait que je te l'enverrai, là, c'est Ah, gratuit, très là, cool. puis c'est vraiment simple, là, c'est une petite vidéo en anglais, là, fait que je Ok, t'enverrai très cool, ça, ben puis il y a ouais. une section trésorerie, là, fait que... Ah, ça serait cool. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ce projet-là puis cette mission-là? Ben, je pense que la première chose que j'aimerais ça que les gens retiennent, c'est que c'est possible de créer un projet. Que c'est pas complètement impossible, puis que c'est pas quelque chose qui, genre, qui te dépasse en tant que personne. Je pense que n'importe qui est capable de créer n'importe quoi. Puis d'arrêter d'avoir peur un peu, si jamais Ouais. t'as envie Ouais. de faire quelque De chose. se lancer, là. Lance-toi, Ouais. tu sais. Puis l'autre chose, je pense, c'est l'intentionnalité derrière, derrière les choses que tu veux, que tu achètes. Comme tu disais tantôt, là, ouais. Ok. C'est ça, je pense que être plus intentionnel derrière qu'est-ce que tu donnes, puis derrière qu'est-ce que tu achètes aussi. Réfléchir. Réfléchir. Genre, une fois par mois, check qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-robe. Ça se pourrait Ouais. que tu saches même pas, puis tu rachètes Ouais. 2 fois la même affaire, tu sais. Ouais. Ouais. Mettons, quand tu magasines, là, c'est quoi la petite réflexion avant ton achat que tu te poses? Moi, je te dirais que c'est rendu pas mal rare que je magasine, mais tu sais, en même temps, j'ai une friperie complète chez nous, fait que... Est-ce que tu piques dans ces affaires-là des fois? Ben, ça m'arrive que je vais genre prendre un Il y a des des beaux morceaux petits puis je pieces, vais là, le... ouais. Ouais, mais je vais jamais comme prendre quelque chose sans redonner quelque chose d'autre. fait que, Ben là, il y tu a m'as dit que ça toujours fitait un- dans ton armoire Ouais. de télé, là, fait que si ça rentre, faut que ça sorte. Ouais, c'est Ok. ça. Fait que souvent, si jamais je pique de quoi, je vais remettre de quoi d'autre. Ok, Fait ok. que c'est ça. Je me sens pas trop mal. Puis si tu pouvais résumer l'esprit de Friperu en une phrase, ce serait quoi? C'est une bonne question. Je sais quoi, je me suis pas rendue à ça dans ta liste de questions. Je pense que ça serait... c'est important de connaître ta communauté. Puis de partager avec ta communauté aussi.
Je pense que ouais, l'intentionnalité derrière les relations que tu as avec tes voisins. Ouais, parce que je trouve qu'on a clairement perdu ça, là. C'est ça, je trouve. Puis je trouve que c'est justement, comme tu disais, ça crée des points de possibilité de création de liens de communauté, de connaître plus ton voisin. Ah, toi, tu donnes ça, moi aussi, j'y ai donné, non, puis ça part... Je trouve ça vraiment cool parce que des fois, ça m'arrive de witness certains trucs où est-ce que, surtout pendant les événements de dons, les gens qui viennent chercher des choses, c'est aussi des gens qui donnent des trucs, fait que des fois, genre, tu vois des relations se créer de genre « Hey, c'était à moi, ça! » Puis là, les gens qui se parlent, genre, fait que ça, c'est vraiment c'est beau. Fun. Ouais, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis on fait aussi, pendant les événements de distribution, on fait des open mic. Fait que là, les gens, on s'assoit tous, puis c'est vraiment comme les open mic les plus relax, là. Tu peux vraiment venir faire n'importe quoi, puis il n'y a jamais personne qui va te huer en du stage. Ouais, non, c'est ça. Les gens de communauté en général, c'est cool, là. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense que pour moi, c'est plus au-delà des vêtements que tu reçois, puis même ça, c'est super important. C'est vraiment la communauté qui se crée, puis d'être capable de, genre, parler à des gens que t'aurais peut-être pas d'autres liens que ça avec. Tu sais, c'est ça, d'avoir comme... Moi, j'ai l'impression que, on est tellement ancré dans le 9 à 5, travailler, manger, dormir, réveiller, puis c'est comme, c'est dur de retrouver des liens, là, genre, on n'est plus dans une maison longue, là, ou dans un petit quartier, dans un village qui a 500 personnes, je veux dire... Tu sais, ça m'est arrivé, là, de voir des personnes que, genre, moi, je sais qu'ils sont en situation d'itinérance, parler à des personnes qui sont domiciliées, puis qui aient des conversations qui ont aucun rapport avec leur situation de vie, mais qui se trouvent, puis qui se tissent des liens autrement, tu sais. Faut pas oublier que ces gens-là, ils ont des opinions, là. Mais ça reste des humains, puis ça reste des gens, tu sais, puis c'est pour n'importe qui, là, tu sais, c'est fucked up de dire qu'il faut qu'on se dise ça. Genre de dire, oh my god, c'est des personnes, genre, pis c'est dommage, hein. Je pense que, pis ça, c'est un truc que je trouve vraiment plate, c'est que quand t'es une personne avec un statut précaire, peu importe c'est quoi, que ce soit de l'itinérance, que ce soit être un nouvel arrivant, que ce soit être une personne trans ou whatever, si jamais tu la connais pas, t'as toujours un peu envie de l'aborder avec sa situation ou avec l'affaire qui fait en sorte qu'elle te ressemble pas, puis t'oublies le fait que ça se pourrait qu'elle te ressemble plus que tu penses. Ouais, mais moi c'est ça que j'aime le plus de cet enjeu social-là, c'est que personne n'est à l'abri de ça, là. Personne n'est à l'abri de finir à la rue. C'est ça qui est quelque chose, Merci full d'être venu, Kin, au podcast. T'as-tu aimé ça? C'était full le fun, merci full. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment bien, là. C'est la première fois que je fais un podcast aussi long, là, en fait. OK. T'as déjà fait d'autres podcasts, hein? J'ai fait plus comme des entrevues avec des journaux puis avec des médias genre filmés. Des 2 minutes là, rapides. Ouais, les 2 minutes rapides où finalement ça prend toute la journée pour faire 2 minutes de contenu. C'est ça, mais c'est ce que j'ai vraiment... c'est ça que j'aime le plus de ce podcast-là, c'est qu'il y a des gens qui disent, comme tu dis, qui sont allés dans d'autres médias, puis il faut que je résume ma vie en 2 minutes. Genre, c'est comme là, t'as tout le temps que tu veux, je trouve ça le fun. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? J'ai aimé que la conversation était plus organique que je pensais qu'elle aurait été. Mais j'ai aimé ça parce que c'est un peu aller dans tous les sujets que tu avais apportés, mais juste comme de manière plus organique. Puis j'ai pas eu besoin d'y penser. Je sais que la liste que je fais, ça fait peur des fois parce qu'il y a beaucoup de questions, mais tu sais, c'est vraiment juste un petit guide pour moi, là. Ouais, non, mais c'est parfait, je pense. Là, ça... Les gens peuvent te suivre où sur tes réseaux sociaux? Moi, mes réseaux, en fait, tu peux les trouver sur le Linktree de la Frépru, qui c'est Linktree/Frépru. Faire attention, il n'y a pas de E dans Frépru, il y a F-R-I-P-R-U-E. Encore une fois, je suis dyslexique et je vis avec mon erreur depuis 3 ans. C'est une erreur? Comment tu l'as nommé? Non, ouais, je vis avec mon erreur depuis 3 ans. C'est très... Le pire, parce que j'étais genre... Moi, quand j'ai commencé à l'écrire, le nom, j'étais genre... Ah, mais je mets un E de trop, ouais. Ouais, non, c'est ça, mais c'est vraiment mon erreur personnelle. Parce que j'ai écrit Frépri pas comme faux non plus. C'est très cute. Puis moi, je trouve que ça donne une vibe plus amicale. Ouais, ça se dit mieux. Ouais, c'est comme ça écris-le comme tu le dis, comme ça je le dirais, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Sur ça, Instagram, il y a 2 Instagram, il y a un qui est juste Frépru, celui-là c'est un ancien Instagram de la Frépru. Celui avec le logo blanc? Celui avec le logo blanc, c'est le bon. L'autre, il y a comme un logo de genre le compte a été hacké parce que j'ai été capable de le changer, on a un compte qui a été hacké. OK. C'est ça. Celui-là, il est pas bon. On est aussi sur Facebook, on a un groupe Facebook qui lui est vraiment full actif parce que c'est
c'est pas juste moi qui pose dessus. Le monde, des fois, ils prennent des photos de qu'est-ce qu'ils ont laissé dans l'armoire, puis ça va être mis sur le groupe. Fait que c'est ça. Quand des fois, ils communiquent, là, comme tu disais tantôt, elle est brisée, tac, fait que c'est actif comme groupe. Ça va être vraiment plus... tu peux toujours m'envoyer, si jamais tu vois que le désarmoire est cassé, tu peux toujours m'envoyer sur n'importe quel des comptes qu'on a le fait que c'est cassé, mais sur le groupe Facebook, ça fait en sorte que des fois, c'est pas juste moi qui y va, il y a peut-être quelqu'un qui va y aller, qui est pas moi. C'est ça. Mettons que j'en vois une qui est brisée, pour ceux qui, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de vidéo, là, mais genre, c'est identifié Frépru, la boîte, right? C'est toujours identifié Frépru. Il n'y a pas mon numéro de téléphone dessus, comme Maëlle y a avec ses croque-bouffe, là, parce que je l'ai déjà fait, puis là, j'avais des gens qui venaient et qui me racontaient leur vie au téléphone à 3h du matin. Ouais, c'est pas le bon OBNL, monsieur. Non, c'est ça, j'ai appris de mon erreur du passé. Je donne plus mon numéro de téléphone. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent me contacter par courriel ou par les réseaux sociaux. OK. Mais bon, merci vraiment d'être venu au podcast, c'est vraiment cool. C'est vraiment un sujet pertinent puis tout, puis ça a été super agréable merci full de m'avoir invité, c'était super le fun. Merci. Donc, merci d'avoir été des nous au podcast Écologie cet été. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager justement les Instagram puis les réseaux sociaux qu'on a discuté. On se retrouve sur Instagram si vous voulez communiquer pour venir au podcast à écologie.société. Puis écoutez, c'est quoi les prochaines ressources. Des fois, je fais des stories par rapport au prochain podcast puis tout. Fait que à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Merci, c'était full nice.